Le roi vampire entra dans un diner et vit une serveuse protéger sa fille d'un gérant qui hurlait. La pièce se figea. Ce que personne ne savait, c'est que l'enfant s'était enfui 3 fois ce mois-là, et que cette humaine était la première personne devant qui elle n'avait pas tressailli. Il prit une décision qui les lierait tous les deux par une loi ancienne. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Le fracas du verre brisé déchira le bourdonnement fluorescent du Rose City Diner à 11h47, un jeudi soir qui sentait le café brûlé et le genre d'épuisement qui habitait jusqu'aux os de Mirachen. Et elle leva les yeux du comptoir qu'elle essuyait pour voir une petite silhouette vêtue d'un manteau coûteux trébucher en arrière, loin d'un plateau de verres à eau qui gisait maintenant en éclats sur le sol à damier noir et blanc. La fillette ne pouvait pas avoir plus de 8 ans. Ses cheveux sombres étaient emmêlés et son manteau strié de boue malgré la qualité évidente du tissu, et elle se tenait figée au milieu du verre brisé, les mains serrées contre sa poitrine, comme si elle essayait de se faire plus petite. Dale sortit de la cuisine en trombe avant que Mira ait pu bouger, le visage déjà rouge, comme il l'était toujours quand il s'apprêtait à gâcher la soirée de quelqu'un, et sa voix tonna à travers le diner vide d'une manière qui fit tressaillir la fillette si fort que Mira le sentit dans sa propre poitrine. « Ça fait 5 verres. Quelqu'un va payer pour ça ?» cria-t-il, et sa main jaillit pour saisir le bras de l'enfant, avec des doigts qui s'enfoncèrent assez fort pour que Mira voie le visage de la fillette blêmir. Quelque chose s'éveilla en Mira avant qu'elle ne puisse y penser. Un instant qu'elle croyait mort avec sa sœur 2 ans plus tôt, dans une chambre d'hôpital qui sentait l'antiseptique et l'échec, et elle s'interposa déjà entre eux, son corps positionné de manière à bloquer la poigne de Dale. « Elle est avec moi », s'entendit dire Mira, le mensonge sortant de sa bouche, fluide et automatique. « Prenez-le sur mes pourboires. » Les yeux de Dale se plissèrent avec la méfiance particulière d'un homme qui aimait avoir du pouvoir sur ses employés, mais il relâcha le bras de la fillette et retourna vers la cuisine en marmonnant des injures sur l'incompétence et le fait que cela serait déduit de son salaire, que la gamine soit avec elle ou non. Mira se tourna vers la fillette et s'accroupit pour se mettre à son niveau, gardant ses mouvements lents et sa voix douce comme elle le faisait avec Maya pendant les mauvaises nuits. « Eh, tout va bien, » dit-elle, et elle tendit la main pour la poser doucement sur l'épaule de la fillette, s'attendant à ce qu'elle s'enfuie, pleure ou fasse n'importe laquelle des 1000 choses que font les enfants effrayés. Au lieu de cela, la fillette devint très immobile, ne se reculant pas, mais ne se détendant pas non plus, fixant simplement Mira avec des yeux trop vieux pour son visage et un silence qui semblait délibéré plutôt qu'effrayé. Mira sentit le petit corps trembler sous sa paume, et quelque chose dans sa poitrine se fissura, une porte qu'elle avait soudée après les funérailles, et elle se surprit à frotter le dos de la fillette de son pouce en petit cercle, un geste de réconfort qu'elle n'avait offert à personne depuis des années. La respiration de la fillette se calma légèrement, et Mira s'apprêtait à lui demander son nom, quand la porte du diner s'ouvrit et que tout changea. La pluie avait tambouriné contre les fenêtres toute la nuit, transformant la rue extérieure en ruban de néon réfléchi. Mais quand la porte s'ouvrit, le son sembla s'arrêter, ou peut-être était-ce simplement que tous les autres bruits s'étaient tus d'abord. L'homme qui entra portait un manteau sombre qui semblait coûter plus que ce que Mira gagnait en 6 mois. Et il se déplaçait avec une sorte d'immobilité qui le rendait plus visible plutôt que moins, comme un couteau posé sur une table. Mira enregistra 3 choses simultanément. Le silence soudain de la cuisine, la façon dont Dale avait pâli et reculé de 2 pas, et le fait que le couple dans la banquette 7 et l'homme assis au comptoir avaient tous baissé les yeux vers leurs assiettes comme s'ils avaient été frappés. Elle les avait servis tous les 3 sans vraiment les regarder, comme on le fait lors du service de nuit quand chaque visage se fond dans le suivant, mais maintenant elle voyait la façon dont ils se tenaient, avec cette immobilité inhumaine particulière
qu'elle avait appris à reconnaître après 2 ans de travail de nuit à Portland. Des vampires. 3 d'entre eux, et elle leur avait resservi du café pendant 1 heure sans s'en rendre compte parce qu'elle était fatiguée et stupide et que son radar s'était émoussé après trop de nuits passées en pilote automatique. L'homme au manteau balaya le dîner du regard, des yeux qui captaient mal la lumière fluorescente, trop réfléchissants, et quand son regard se posa sur la fillette sous la main de Mira, tout son corps se raidit. Mira sentit l'enfant se presser plus près de sa jambe, pas exactement pour se cacher, mais pour chercher la proximité. Et elle garda sa main stable sur la petite épaule, même si son cerveau se mit à hurler qu'elle avait mis les pieds dans quelque chose de dangereux. L'attention de l'homme se tourna vers Mira et elle eut l'impression distincte d'être évaluée, mesurée et jugée pertinente d'une manière qui lui donna la chair de poule. Pas exactement de peur, mais avec la conscience qu'elle était devenue visible pour quelque chose qu'elle avait passé 2 ans à essayer d'éviter. « Votre nom, » dit-il. Et ce n'était pas une question malgré la grammaire, sa voix portant cette sorte de précision formelle, qui suggérait que l'anglais n'était peut-être pas sa langue maternelle, même s'il le parlait probablement depuis plus longtemps que Mira n'était en vie. Elle aurait dû mentir, aurait dû prendre son manteau et partir, aurait dû faire n'importe quoi sauf croiser son regard et répondre avec la vérité, mais la main de la fillette s'était levée pour s'agripper au tablier de Mira, et elle se surprit à dire « Mira, Mira Chen, écoutez, je ne veux pas de problème. » L'homme s'approcha et Mira vit qu'il était beau de la manière dont les vieilles peintures sont belles, tout en lignes nettes et en symétrie froide, et il y avait quelque chose sur son visage quand il regardait la fillette qui aurait pu être de l'angoisse si ce n'était pas si soigneusement contrôlé. Par les anciennes lois, attestées et scellées, dit-il, sa voix calibrée pour porter jusqu'à chaque recoin du dîner, j'invoque le rite du sanctuaire. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme quelque chose de solide, et Mira sentit la température chuter, ou peut-être était-ce juste son imagination, mais les vampires dans les banquettes s'étaient tous tournés pour la regarder maintenant, et Dale avait carrément reculé jusqu'à l'embrasure de la cuisine. Mira Chen est nommée bouclier de Sarah Thorne, de mon sang et de ma lignée, continua l'homme, et chaque mot semblait se graver dans les os de Mira d'une manière qu'elle ne comprenait pas mais ne pouvait ignorer. Nuire à l'une, c'est nuire aux deux. Cette marque fait foi. La fillette, Sarah, émit un petit son contre le flanc de Mira, pas tout à fait un gémissement mais presque, et la main de Mira se resserra de manière protectrice sur son épaule avant qu'elle ne puisse y réfléchir. Quelqu'un dans la banquette 7 chuchota. Il ne l'a jamais invoqué, pas une seule fois en 3 siècles. Et les mots ricochèrent sur la conscience de Mira comme de la glace le long de sa colonne vertébrale, car 3 siècles signifiaient que cet homme était vieux et puissant, et qu'elle venait d'être liée à sa fille par des lois qu'elle ne comprenait pas, devant des témoins qui pensaient apparemment que c'était sans précédent. L'homme, qui devait être Alaric Thorne si la fillette était Sarah Thorne, regarda Mira avec quelque chose qui aurait pu être de la gratitude, du désespoir ou une satisfaction sinistre, et elle réalisa avec une horreur grandissante qu'elle avait été manœuvrée dans quelque chose sans son consentement, que son instinct de protéger un enfant effrayé venait de l'enfermer dans un contrat qu'elle ne pouvait pas lire, avec des conséquences qu'elle ne pouvait pas deviner. Ce rat ne s'était pas éloigné de son contact, n'avait même pas levé les yeux vers son père, se pressant simplement contre la jambe de Mira comme si elle était la seule chose solide dans un monde chancelant. Et Mira sentit le poids de cette confiance s'abattre sur elle comme des chaînes faites de quelque chose de plus contraignant que le métal. « Qu'est-ce que vous venez de faire ?» demanda-t-elle, mais Alaric s'avançait déjà vers elle, Dale s'écartant précipitamment de son chemin, et sa main vint se poser sur la tête de Sarah avec une douceur qui ne correspondait pas à la glace dans ses yeux. « J'ai assuré sa sécurité, » dit-il doucement. « Et la vôtre. Ma voiture est dehors. » La pluie tambourinait contre les fenêtres et les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête, et Mira se tenait dans un dîner qui sentait la vieille graisse,
sa main sur une enfant qui ne parlait pas, et l'attention d'un roi vampire fixée sur elle comme un projecteur, sachant que son service était terminé, que sa vie avait changé, et qu'elle n'avait pas assez d'informations pour comprendre à quel point elle venait d'être piégée. La voiture était noire, chère et silencieuse, comme seules les voitures de luxe savent l'être. Glissant à travers les rues de Portland luisantes de pluie, tandis que Mira, assise sur la banquette arrière avec Sarah pressée contre elle, essayait de comprendre ce qui venait de se passer dans l'enfer fluorescent du diner. Alaric était assis en face d'elle dans une immobilité qui suggérait qu'il n'avait pas besoin de respirer, son attention fixée quelque part au loin, tandis que le chauffeur se dirigeait vers les collines de l'ouest, où les vieilles fortunes vivaient dans des maisons qui se prétendaient modestes jusqu'à ce qu'on voie la superficie du terrain. Sora n'avait pas lâché la main de Mira depuis leur départ, ses petits doigts enroulés fermement autour des siens avec une poigne humaine, chaude et légèrement tremblante, et Mira se surprit à refaire ce geste de cercle avec son pouce sans y penser. Une routine de réconfort en pilote automatique que son corps se rappelait même si son cerveau avait essayé de l'effacer. Le domaine Thorne s'annonça d'abord par un portail qui semblait avoir été transplanté d'un château européen, tout en volutes de fer et en piliers de pierre, puis par une allée qui serpentait à travers des arbres plus vieux que la ville elle-même, avant de les déposer devant une maison pour laquelle le mot manoir semblait inadéquat. Néo-gothique catalogua automatiquement Mira, le genre d'architecture censé évoquer une décadence romantique, mais qui ressemblait surtout à l'argent et à l'isolement, tout en pignons abrupts et en fenêtres à meneaux qui captaient les lumières de sécurité comme des yeux hostiles. Le chauffeur ouvrit la portière et Sarah lâcha enfin la main de Mira pour sortir, mais elle attendit sur l'allée de gravier, la tête baissée et les épaules tendues, attendant clairement que Mira la suive. Mira suivit, car que pouvait-elle faire d'autre, et entra dans un hall qui sentait le bois ancien, le produit à polir au citron et autre chose qu'elle ne pouvait identifier, quelque chose de minéral et de froid qui aurait pu être de la poussière de pierre ou l'odeur de très vieux vampires. Alaric se déplaçait dans l'espace comme s'il en était le propriétaire, ce qui était évidemment le cas, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il ne regardait pas les environs qui suggérait qu'il avait cessé de les voir des décennies auparavant, cette belle cage qu'il avait construite ou héritée n'étant devenue qu'un autre ensemble de murs. Il les conduisit le long d'un couloir bordé de peintures qui valait probablement plus que ce que Mira gagnerait dans sa vie, passant devant des pièces qui respiraient le vide, jusqu'à ce qu'ils atteignent un bureau qui semblait avoir été décoré par quelqu'un qui pensait que les livres étaient destinés à être exposés plutôt que lus. Les étagères allaient du sol au plafond, en bois sombre qui devait être de l'acajou ou quelque chose d'aussi cher, et les volumes semblaient plus anciens que l'Amérique, avec leurs reliures en cuir et leurs feuilles d'or qui captaient la lumière de la lampe. Alaric désigna un fauteuil tapissé de velours bordeaux, et Mira s'assit car ses jambes tremblaient, et Sarah se positionna immédiatement sur le sol à côté du fauteuil, le dos contre la jambe de Mira. Pas tout à fait cachée, mais se servant clairement d'elle comme d'un point d'ancrage. La pluie tambourinait contre les fenêtres à meneaux, et Alaric se plaça derrière son bureau, éclairé à contre-jour par une lampe qui le transformait en silhouette, avant de sembler reconsidérer ce jeu de pouvoir et de s'asseoir. Il avait l'air fatigué, ce qui n'aurait pas dû être possible pour un vampire, mais c'était pourtant là, quelque chose autour de ses yeux qui parlait d'un épuisement mesuré en années plutôt qu'en heures. Ce rat a été attaqué il y a 17 ans, dit-il sans préambule, sa voix portant la même précision formelle que dans le dîner, mais plus basse maintenant, presque douce. Une faction rivale, de vieux ennemis, le genre de politique qui transforme les enfants en cibles parce que blesser la fille du roi envoie un message. Mira sentit le poids de Sarah augmenter contre sa jambe et résista à l'envie de tendre la main pour lui toucher les cheveux, gardant ses mains immobiles sur ses genoux pendant qu'Alaric continuait. Ils l'ont laissé incapable de vieillir, incapable de parler,
enfermée dans le moment du traumatisme d'une manière que je ne comprends pas entièrement, malgré avoir consulté tous les experts que j'ai pu trouver. Elle a 8 ans depuis 17 ans. Son esprit se développe mais son corps est figé, et chaque personne que j'ai engagée pour l'aider a déclenché sa réaction de fuite en quelques semaines. Garde du corps, tuteur, compagnon, thérapeute humain et vampire, aucun n'a tenu parce qu'elle s'enfuyait dès qu'elle se sentait piégée. 3 fois au cours du mois dernier, elle s'est échappée vers des lieux publics, des lieux humains où elle pouvait disparaître dans la foule, et 3 fois j'ai dû la récupérer avant que quelqu'un ne remarque ce qu'elle était. Les mots tombèrent comme des pierres, et Mira se surprit à faire le calcul. Cet enfant qui paraissait avoir 8 ans, mais qui avait vécu 25 ans dans un corps qui ne grandirait pas et une voix qui ne fonctionnerait pas, piégé dans son propre enfer de développement, tandis que son père essayait en vain de la guérir. Le rite du sanctuaire vous lie en tant que son bouclier, dit Alaric, se penchant en avant, les mains à plat sur le bureau. Si elle est blessée, vous partagez la blessure. Si vous êtes blessé, c'est un acte de guerre contre ma lignée, et je suis tenu par la loi de riposte. La magie ne peut être défaite une fois invoquée avec des témoins. Et vous faites maintenant légalement partie de ma maisonnée, sous des protections qui sont antérieures à ce pays. Mira sentit la colère monter, chaude et vive dans sa poitrine, perçant le choc et l'épuisement. Vous avez fait des recherches sur moi, dit-elle, la voix plate. Vous avez trouvé mon point faible. Ce n'est pas de la protection, c'est de la coercition. Alaric ne tressaillit pas, ne cligna même pas des yeux. C'est une nécessité, dit-il doucement. Vous êtes la première personne en qui elle a confiance depuis 17 ans. Je lirais la moitié de la ville si cela pouvait la garder en sécurité. L'honnêteté de la chose était presque pire qu'un mensonge, ce roi vampire admettant qu'il manipulerait n'importe qui et n'importe quoi pour protéger sa fille. Émira voulait le détester pour ça, mais n'y parvenait pas tout à fait parce qu'elle comprenait ce désespoir particulier, l'avait ressenti elle-même dans les salles d'attente des hôpitaux en regardant Maya s'éteindre. Ce n'est pas un objet, lança Mira, désignant Serra, qui observait cette dispute avec de grands yeux sombres. Est-ce qu'elle veut même que je sois là? Le visage d'Alaric exprima quelque chose de complexe, un mélange de chagrin, de frustration et de honte qui luttait pour la domination avant de se fixer en une sorte d'honnêteté résignée. Je ne sais pas, dit-il, et sa voix se brisa légèrement sur les mots. Elle n'a pas parlé depuis l'attaque. Je ne sais plus ce qu'elle veut. L'aveu resta en suspens entre eux, ce puissant vampire ancien confessant qu'il avait perdu la capacité de communiquer avec sa propre enfant. Et Mira sentit quelque chose changer dans sa poitrine, passant de la pure colère à quelque chose de plus complexe. Elle baissa les yeux vers Serra et prit une décision, se tournant dans le fauteuil pour pouvoir établir un contact visuel avec la fillette. « Tu peux me faire partir n'importe quand, » dit-elle clairement. Cligne 2 fois des yeux si tu comprends. Serra la fixa pendant un long moment, sans expression, puis cligna 1 fois, 2 fois, avec une lenteur délibérée. Puis une 3e fois, plus vite, et Mira sentit sa bouche s'étirer en un sourire malgré tout. Parce que la gamine testait le système, s'assurant qu'il fonctionnait dans les 2 sens. Malin, dit-elle, et elle perçut une lueur de quelque chose qui aurait pu être de la fierté dans ses yeux trop vieux. Alaric les observait avec une intensité qui fit frissonner Mira, et elle se retourna pour lui faire face, la colonne vertébrale droite et la voix dure. « Très bien, dit-elle. Je suis liée, je ne peux pas changer ça. Mais nous allons fixer des conditions tout de suite. Je ne suis ni une servante ni une proie, et si je reste dans cette maison,
J'ai besoin de connaître les vraies règles, pas seulement les morceaux que vous pensez que je dois entendre. Elle vit la surprise vaciller sur son visage, rapidement réprimée, et profita de son avantage. Cette dette médicale que vous prévoyez d'utiliser comme levier, celle du dernier séjour à l'hôpital de ma sœur, vous pouvez l'effacer si vous voulez, mais je ne reste pas parce que vous avez payé mes factures. Je reste parce qu'elle a besoin de quelqu'un et que j'ai apparemment été élue. Mais j'ai besoin de limites, d'informations honnêtes, et que vous arrêtiez de prendre des décisions concernant ma vie sans me demander mon avis d'abord. Alaric l'étudia pendant un long moment, et elle eut le sentiment d'être réévaluée, déplacée d'une catégorie à une autre dans le système de classement mental qu'il utilisait pour les gens dans son orbite. D'accord, dit-il finalement. Vous n'êtes pas du personnel, vous êtes de la famille selon le rite. Vous avez plein accès à la maison et au domaine, la protection sous mon nom, et le droit de refuser toute demande que je fais qui ne concerne pas directement la sécurité de Sarah. Je demanderai à mon avocat de rédiger des documents demain matin pour clarifier votre position légale. Quant au fait d'être une proie, sa bouche se tordit légèrement. Je ne me suis pas nourrie d'un humain non consentant depuis 2 siècles et je ne vais pas commencer maintenant. Les limites, je peux m'en accommoder. Les informations honnêtes, je les fournirai au mieux de mes capacités et les décisions. Il fit une pause, jeta un coup d'œil à Sarah, puis de nouveau à Mira. Je suis habituée au contrôle. C'est ce qui nous a maintenus en vie si longtemps. Mais vous avez raison de dire que ça ne l'a pas aidé. Alors j'essaierai. Mira voulait insister, mais l'épuisement la rattrapait, l'adrénaline du dîner s'estompant et la laissant vide et tremblante. Puis-je voir sa chambre? Demanda-t-elle, et Alaric se leva immédiatement, contournant le bureau avec cette grâce vampirique qui était juste légèrement fausse, trop fluide pour être humaine. Il les conduisit dans un autre couloir, celui-ci bordé de portes fermées qui menaient probablement à des chambres, des débarras, ou tout ce que les vampires gardent dans des maisons de cette taille, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant une porte peinte en lavande douce et la poussent. La pièce au-delà était décorée comme une page de magazine pour enfants, tout en couleur pastel et en bords arrondis, avec un lit à baldaquin en tissu blanc vaporeux et des étagères pleines de jouets qui semblaient chers et en grande partie intacts. Il y avait une banquette de fenêtres avec des coussins, un bureau avec des crayons de couleur rangés en lignes nettes, une bibliothèque pleine de livres d'images et de romans pour jeunes adultes, tout ce qu'un enfant pourrait vouloir, sauf que les fenêtres avaient des barreaux, des fers forgés décoratifs censés faire partie de l'esthétique mais qui étaient clairement fonctionnels. Mira entra et sentit sa gorge se serrer parce que c'était une prison, aussi belle soit-elle, conçue pour garder Sarah en sécurité, contenue et isolée de tout ce qui pourrait la blesser ou la laisser se blesser. Sera passa devant elle pour s'asseoir sur le lit, observant la réaction de Mira avec cette concentration déconcertante, et Mira comprit que c'était un autre test, voir si la nouvelle humaine ferait semblant que tout allait bien ou reconnaîtrait la cage pour ce qu'elle était. Elle se tourna vers Alaric, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air de vouloir expliquer, se défendre ou s'excuser. Demain, nous enlevons ces barreaux des fenêtres, dit-elle sèchement. Si elle veut s'enfuir, elle s'enfuira de toute façon. Et au moins comme ça, elle n'aura pas l'impression d'être enfermée. Je prendrai la responsabilité du risque. Alaric ouvrit la bouche, la referma, puis hocha la tête une fois, un geste sec et définitif. D'accord, dit-il. Autre chose? Mira regarda à nouveau la pièce, la perfection soigneusement adaptée aux enfants, et sentit cette protection féroce monter en elle, chaude et soudaine. Oui, dit-elle. C'est elle qui choisit ce qui se passe ici. Redécoration, jouets, peu importe. Son espace, ses règles. Et si je dors dans cette maison, j'ai besoin d'une chambre à proximité, assez proche pour entendre si elle a besoin de quelque chose.
L'expression d'Alaric devint à nouveau compliquée. Ce mélange de chagrin et de soulagement qui suggérait qu'il était à la fois reconnaissant que quelqu'un soit prêt à assumer cela et dévasté d'avoir lui-même échoué à le fournir. La chambre d'amis voisine est préparée, dit-il doucement. J'ai demandé au personnel de l'installer pendant que nous étions en route. Parce que bien sûr qu'il l'avait fait, parce qu'il avait 3 longueurs d'avance et planifiait les imprévus. Et Mira aurait dû être plus en colère contre cette présomption, mais elle était surtout fatiguée. Elle baissa les yeux vers Sarah, qui l'observait toujours avec ses yeux sombres et attentifs. « Je reste cette nuit, dit-elle. Cligne 2 fois des yeux si ça te va. » Sarah cligna 2 fois sans hésitation, puis tendit la main pour toucher celle de Mira, juste le bout de ses doigts contre son poignet. Le contact le plus léger possible. Le souffle de Mira se coupa et elle s'obligea à rester très immobile, laissant Sarah contrôler l'interaction, et après un moment, la fillette se retira et se recroquevilla sur le lit, son manteau toujours sur elle et ses chaussures toujours lacées. « Je serai juste à côté, » dit doucement Mira. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens me chercher. La porte est ouverte. » Elle sortit de la pièce à reculons et trouva Alaric toujours dans le couloir, son visage illisible dans la faible lumière. « Merci, » dit-il, et les mots semblaient lui coûter quelque chose. Mira secoua la tête parce qu'elle ne voulait pas de sa gratitude, ne voulait pas être remerciée pour avoir fait quelque chose pour lequel elle n'avait apparemment eu aucun choix. « Montrez-moi juste cette chambre d'amis, » dit-elle. « Nous pourrons nous disputer sur le reste demain, quand je ne serai pas morte de fatigue. » Il la conduisit 3 portes plus loin et ouvrit pour révéler une chambre décorée dans les tons crème et gris, de bon goût, impersonnelle et, heureusement, sans barreaux aux fenêtres. Elle entra et l'entendit s'arrêter dans l'embrasure, comme il l'avait fait pour la chambre de Sarah. « Pour ce que ça vaut, » dit-il doucement. « Je suis désolé que vous ayez été entraîné là-dedans. Mais je ne suis pas désolé qu'elle vous ait trouvé. » Mira se tourna pour le regarder, ce vampire ancien qui l'avait lié à sa fille avec des lois plus vieilles que les villes, et vit l'épuisement, la peur et l'espoir désespéré inscrits sur chaque ligne de son visage trop parfait. « Ouais, eh bien, » dit-elle. « Demandez-moi à nouveau dans 1 semaine si je pense toujours que ça en valait la peine. » Elle ferma la porte entre eux et se tint dans la chambre d'amis silencieuse et chère, écoutant la pluie tambouriner contre une vitre sans barreaux, pensant à une petite fille 3 portes plus loin qui n'avait pas parlé depuis 17 ans et à un roi vampire qui ne savait plus comment être un père et se demanda dans quoi diable elle venait d'accepter de se jeter. Mira se réveilla dans la pâle lumière du matin qui filtrait à travers des rideaux inconnus, avec la sensation désorientante de drap coûteux contre sa peau. Son cerveau mit plusieurs secondes à cataloguer où elle était et pourquoi, avant que les événements de la nuit dernière ne refluent avec toute la subtilité de l'eau froide. Elle se redressa et vit immédiatement la petite silhouette assise juste devant sa porte ouverte, les genoux ramenés contre la poitrine et la tête sombre reposant sur ses bras croisés. Son cœur fit une chose compliquée dans sa poitrine, car Sarah avait apparemment attendu là, Dieu sait depuis combien de temps, patiente et silencieuse comme un fantôme. « Eh !» dit doucement Mira, gardant sa voix douce comme on le ferait avec un animal craintif, et la tête de Sarah se releva immédiatement, ses yeux trop vieux se concentrant sur elle avec une intensité qui suggérait qu'elle était restée éveillée et alerte malgré sa posture d'attente. « Tu as faim ?» demanda Mira, puis elle se reprit, car la fillette était une vampire et ne mangeait probablement pas de nourriture ordinaire, mais Sarah était déjà debout et se dirigeait vers les escaliers avec une détermination qui suggérait qu'elle voulait que Mira la suive. La cuisine se révéla être énorme et équipée professionnellement, tout en comptoir de granit et en appareils en acier inoxydable qui semblaient avoir été installés par quelqu'un qui pensait que les cuisines devaient être des vitrines plutôt que des espaces de travail.
Mais il y avait une machine à café que Mira finit par trouver et du pain dans un tiroir qui sentait assez frais. Elle prépara du pain grillé et du café tandis que Sarah, assise à l'îlot de cuisine, observait chacun de ses mouvements avec cette concentration déconcertante, suivant le couteau à beurre, la vapeur s'élevant de la tasse et la façon dont les mains de Mira se mouvaient dans la routine matinale familière. Mira fit glisser une assiette avec du pain grillé sur le comptoir, plus par habitude que par attente, et ne fut pas surprise quand Sarah se contenta de la regarder. Mais la fillette se pencha légèrement pour le sentir, son nez se plissant au bord brûlé, et quelque chose dans cette minuscule réaction donna à Mira l'impression que sa poitrine était trop pleine. « Tu n'es pas obligé de le manger, dit-elle. J'oublie parfois que tout le monde n'a pas besoin de petit déjeuner. » Elle mangea son propre toast debout au comptoir, consciente du regard de Sarah qui suivait chaque bouchée, et se demanda ce que c'était que de se souvenir de la nourriture, mais de ne pas en avoir besoin, d'être figée dans le corps d'un enfant tandis que son esprit continuait de vieillir au-delà du point où manger avait un sens. Le silence s'étira, confortable plutôt que gênant, et Mira se surprit à parler sans l'avoir prévu, remplissant simplement l'espace de mots, comme elle le faisait avec Maya pendant les longues nuits à l'hôpital. Je préparais le petit déjeuner pour ma sœur, dit-elle, ne regardant pas directement Sarah, mais consciente de sa présence dans sa vision périphérique. Elle avait de bons et de mauvais jours, et les mauvais jours, elle ne gardait pas grand-chose, mais elle voulait toujours du pain grillé. Elle disait que ça sentait le normal, quoi que cela veuille dire. La tête de Sarah s'inclina légèrement, une question sans mots, et Mira continua car apparemment, elle était le genre de personne qui déballait ses traumatismes à des enfants vampires traumatisés autour d'un café. Elle est morte il y a 2 ans, continua Mira. Sa voix stable car elle s'était entraînée à cela, à faire sortir les mots, plats et factuels, au lieu de les laisser être déchiquetés. Un cancer, du genre qui ne se soucie pas de votre jeunesse ou du nombre de fois où vous l'avez vaincu auparavant. Je me suis occupée d'elle jusqu'à la fin, puis j'ai arrêté de m'occuper de qui que ce soit parce que ça faisait trop mal. Elle regarda Sarah alors, vraiment, et vit la fillette l'observer avec quelque chose qui aurait pu être de la compréhension. « Mais tu es différente, » dit doucement Mira. « Tu es coincée, et tu as besoin de quelqu'un qui ne s'enfuira pas quand ça deviendra difficile. Et je suis apparemment très stupide quand il s'agit de laisser tomber les enfants qui ont besoin d'aide. » L'expression de Sarah ne changea pas. Mais sa main se déplaça lentement sur le comptoir jusqu'à ce que le bout de ses doigts repose sur le poignet de Mira, le contact léger comme une plume et délibéré. Le souffle de Mira se coupa car c'était un contact initié, l'enfant tendant la main la première au lieu de simplement accepter le contact. Elle resta très immobile et après un long moment, Sarah se retira et fit quelque chose avec ses mains. Un geste que Mira mit une seconde à reconnaître comme un pouce levé, tenu avec incertitude comme si elle n'était pas sûre de le faire correctement. Mira sentit sa bouche s'incurver en un sourire malgré tout et rendit le geste. « D'accord, » dit-elle. « Nouveau système. Pouce en l'air pour oui, pouce en bas pour non. Les clignements d'yeux pour quand tu ne peux pas utiliser tes mains. Ça te va? » Sera fait un autre pouce levé tremblant, et Mira sentit cet espoir dangereux monter à nouveau dans sa poitrine, le sentiment que peut-être cette situation impossible pourrait réellement aider quelqu'un au lieu de simplement briser toutes les personnes impliquées. Elles passèrent la matinée en orbite prudente, Mira lisant à haute voix des livres qu'elle trouva dans la chambre de Sarah, tandis que la fillette s'asseyait assez près pour la toucher, mais sans tout à fait la toucher, écoutant avec une attention absolue des histoires sur des écoles de magie, des animaux qui parlent et des filles qui sauvent des royaumes. Vers midi, Mira demanda « Pouce en l'air si tu veux que je sois là demain, pouce en bas si tu veux que je parte. »
et regarda la main de Sarah trembler en l'air pendant un long moment avant que le pouce ne se lève de manière décisive, et quelque chose dans la poitrine de Mira, qui était restée serrée depuis le diner, commença enfin à se détendre. Alaric était dans son bureau en train d'examiner des contrats pour une acquisition de propriété commerciale quand le messager arriva, un jeune vampire qu'il reconnut comme faisant partie du personnel administratif du conseil, qui avait l'air nerveux de la manière dont les gens le sont quand ils apportent des nouvelles qu'ils savent explosives. L'enveloppe scellée était en papier crème avec la marque du conseil en cire rouge, formelle et officielle d'une manière qui fit se crisper sa mâchoire avant même qu'il ne brise le sceau. Il lut le contenu 2 fois pour s'assurer de bien comprendre, puis congédia le messager avec l'instruction de dire au conseil qu'il assisterait à l'audience comme requis. Une fois seul, il s'accorda exactement 30 secondes de pure fureur, les mains à plat sur le bureau et les yeux fermés, tandis qu'il luttait contre l'envie de frapper le bureau en acajou de son poing, avant de se forcer à adopter le mode d'évaluation froid qu'il avait maintenu en vie pendant 3 siècles et demi. Dale, le gérant du diner, avait des liens avec les vampires par l'intermédiaire de son cousin, le conseiller Voss, qui tentait d'acquérir les biens commerciaux d'Alaric dans le centre-ville depuis une décennie et avait été maintes fois refusé. C'était une manœuvre politique transparente, utilisant Sarah comme levier, une contestation formelle du rite du sanctuaire affirmant que Mirachen avait contraint Sarah à entrer en contact dans le but de piéger le roi dans un lien qui lui donnerait accès à ses ressources et à sa protection. C'était absurde en soi, étant donné que Mira n'avait manifestement aucune connaissance de la loi des vampires lorsqu'elle s'était interposée entre Dale et Sarah, mais la contestation avait été déposée avec suffisamment de formalité pour que le conseil soit obligé d'enquêter. L'audience était fixée pour le lendemain au coucher du soleil, ce qui donnait à Alaric 30 heures pour préparer une défense, et la seule véritable preuve de la légitimité du rite était le propre témoignage de Sarah, que le lien était authentique et librement accepté de sa part. Sarah, qui n'avait pas parlé depuis 17 ans et ne montrait aucun signe de commencer maintenant. Peu importe les progrès qu'elle faisait avec la femme humaine qui lui lisait actuellement des histoires à 3 pièces de là. Alaric rassembla tout ce qu'il avait sur Voss, vieille rancune, alliances politiques et enchevêtrements financiers, cherchant un levier, des points faibles ou quoi que ce soit qu'il puisse utiliser pour faire disparaître cela discrètement. Mais Voss avait été prudent, et la contestation était techniquement légale, même si les motivations étaient corrompues. Si le rite était annulé, Mira perdrait toute protection sous le nom d'Alaric, ne devenant qu'une autre humaine ayant eu un bref contact avec la royauté vampire et qui pourrait être éliminée sans conséquence si elle devenait gênante. Et Sarah, qui avait enfin trouvé quelqu'un en qui elle avait confiance, perdrait cette personne et se replierait presque certainement si loin en elle-même qu'Alaric ne pourrait plus jamais l'atteindre. Il passa l'après-midi à passer des appels, à rassembler des dossiers et à construire des arguments, son esprit travaillant sur des scénarios et des éventualités, tandis que son corps restait parfaitement immobile dans le fauteuil en cuir derrière son bureau. Marcus, son plus vieil allié au conseil, voterait en sa faveur, mais Marcus n'était qu'un sur 13, et plusieurs des autres devaient des faveurs à Voss ou craignaient son influence. Helena pourrait être sympathique, étant donné sa propre histoire, avec une famille humaine adoptée, mais elle était aussi très à cheval sur la procédure, et si les preuves suggéraient la coercition, elle voterait contre le rite, quels que soient ses sentiments personnels. Thomas voterait en fonction de ce qui profitait à Thomas, ce qui signifiait qu'Alaric devait lui offrir quelque chose, et Victoria nourrissait une rancune depuis qu'Alaric avait refusé sa demande en mariage en 1847, donc c'était une cause perdue. Les chiffres n'étaient pas bons, réalisa-t-il alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient sur le sol de son bureau. Il lui fallait soit une preuve irréfutable de la participation volontaire de Sarah,
soit suffisamment de levier politique pour faire disparaître la contestation, et il avait 30 heures pour n'acquérir ni l'un ni l'autre. L'odeur de vieux parchemins et de cire de la lettre du conseil semblait remplir la pièce, se mêlant à l'odeur de poussière de pierre qui s'accrochait aux fondations du domaine, et Alaric s'autorisa un moment de désespoir avant de le compartimenter et de se remettre au travail. Le soir tomba avec la pluie qui tambourinait toujours contre les fenêtres, le genre de bruine persistante de l'Oregon qui rend le monde gris et proche, et Mira trouva Alaric dans le salon, fixant une cheminée qui contenait des flammes, mais ne dégageait aucune chaleur qu'elle pouvait sentir. Sera était allée dans sa chambre après le dîner, que Mira avait préparé et mangé seule pendant que la fillette l'observait avec la même attention concentrée que ce matin, et Mira eut le sentiment que quelque chose avait changé dans l'atmosphère de la maison depuis son réveil, une tension qui n'était pas là avant. « Nous devons parler », dit Alaric sans se détourner du feu, et l'estomac de Mira se serra car ces mots ne précédaient jamais rien de bon. Elle s'assit dans le fauteuil en face de lui et attendit pendant qu'il semblait se ressaisir, les épaules tendues sous sa chemise coûteuse et la mâchoire serrée d'une manière qui suggérait qu'il contenait à peine quelque chose. « Le conseil a contesté le rite du sanctuaire, dit-il finalement, sa voix plate et contrôlée. Dale a des liens avec les vampires et ils prétendent que vous avez contraint Sarah à entrer en contact pour me manipuler afin que j'invoque le lien. C'est du théâtre politique, transparent et corrompu, mais c'est aussi techniquement légal et il y aura une audience demain au coucher du soleil. S'ils annulent le rite, vous perdez toute protection et Sarah vous perd. » Mira sentit la peur monter. Chaude et immédiate dans sa poitrine, exactement le piège qu'elle avait craint depuis le début, ce sentiment d'être un pion dans des jeux qu'elle ne comprenait pas, avec des enjeux qu'elle ne pouvait pas voir. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle, gardant sa voix stable par un effort. Alaric la regarda enfin, et elle vit l'épuisement gravé sur chaque ligne de son visage. Le genre de lassitude profonde qui vient de mener des batailles que vous allez probablement perdre. « Je prépare une défense, dit-il. Je fais appel à des faveurs, je construis des arguments, je fais tout ce que je peux pour faire disparaître ça. Mais la seule vraie preuve est le témoignage de Sarah que le lien est réel et elle ne peut pas le donner. » Mira pensa à la fillette à l'étage dans sa prison pastel, au pouce levé, au contact initié et à la façon dont elle avait écouté les histoires comme si c'étaient des bouées de sauvetage. « Elle peut communiquer, dit Mira. Nous avons le système de clignement, les pouces en l'air et en bas. C'est quelque chose. » L'expression d'Alaric devint compliquée, l'espoir, le doute et le chagrin se disputant l'espace. « C'est peut-être suffisant, dit-il, mais il n'avait pas l'air convaincu. Le conseil voudra un témoignage verbal clair, pas une interprétation de signaux non-verbaux qui pourraient être préparés ou imaginés. Ils restèrent assis en silence un moment, le feu crépitant, la pluie tambourinant et le poids de l'échéance de demain pesant sur eux deux. Et Mira s'entendit poser la question qu'elle évitait depuis ce matin. Pourquoi s'est-elle enfuie les 3 premières fois? Elle vit tout le corps d'Alaric se raidir, ses mains agrippant les bras du fauteuil assez fort pour qu'elle entende le cuir craquer, et pendant un long moment, elle pensa qu'il n'allait pas répondre. Puis, il prit une inspiration dont il n'avait pas besoin, et les mots sortirent, bas et dévastés. « Elle me cherchait, dit-il. La version de moi dont elle se souvenait avant l'attaque. Je l'emmenais parfois avec moi quand j'allais en ville, avant, quand elle pouvait parler et rire et qu'elle n'avait pas peur. Elle savait ce que j'étais, savait que je me nourrissais, mais c'était abstrait, pas effrayant. Après l'attaque, je suis devenu plus prudent, plus contrôlé. J'ai gardé cette partie de ma vie complètement séparée de la sienne pour éviter de déclencher son traumatisme. Mais elle a commencé à échapper à ses gardiens et à aller dans les endroits où elle m'avait vu chasser des années auparavant,
de vieux territoires que j'avais abandonnés. Sa voix se brisa légèrement et il s'arrêta, luttant visiblement pour garder le contrôle. Elle essayait de trouver son père, d'essayer de comprendre qui j'étais devenue, mais ces endroits la terrifiaient, et elle s'enfuyait avant que je ne puisse arriver. 3 fois je l'ai retrouvée dans des foules humaines, 3 fois je l'ai ramenée à la maison, et je n'ai jamais compris ce qu'elle cherchait jusqu'à la 3e fois, quand je l'ai trouvée devant un bar que je fréquentais, et qu'elle m'a regardée comme si elle ne me reconnaissait pas du tout. J'ai complètement arrêté de chasser en ville après ça. Je ne me suis pas nourrie correctement depuis des mois. L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux, et Mira sentit sa compréhension de lui changer fondamentalement. Ce vampire ancien qui s'était affamé parce que sa fille cherchait une version de lui qui n'existait peut-être plus, et il ne savait pas comment réconcilier le roi qu'il était devenu avec le père qu'il avait été. « Vous vous tuez, dit-elle doucement, et il ne le nia pas. « Je ne sais plus comment être son père, dit-il, fixant à nouveau le feu. Je sais comment être un roi, comment gérer les menaces, déployer le pouvoir et maintenir le contrôle. Mais elle a besoin de quelqu'un qui peut simplement être présent sans calculer les angles, et j'ai oublié comment faire ça. Si tant est que je l'ai jamais su. » Mira pensa à la façon dont il avait invoqué le Right sans lui demander, à la manipulation et aux recherches sur ses faiblesses. Tous ces mouvements de roi qui l'avaient lié ici. Puis elle pensa à la façon dont il avait accepté d'enlever les barreaux des fenêtres de Serra, à l'épuisement sur son visage quand il avait admis qu'il ne savait pas ce que sa fille voulait, au fait qu'il s'affamait plutôt que de risquer de lui faire peur. Peut-être que vous commencez par arrêter d'essayer d'être un roi avec elle, dit-elle. Soyez juste effrayé, fatigué et incertain, parce que c'est honnête et que les enfants savent quand vous faites semblant. Elle ne cherche pas la perfection, elle cherche le réel. Alaric la regarda alors avec quelque chose qui aurait pu être de la gratitude, du désespoir, ou les deux. « Je ne sais pas si je peux lui donner ça, dit-il. Et si le conseil annule le rite demain, je n'aurai pas la chance d'essayer. » Mira sentit la peur remonter, mais aussi la résolution, nette, claire et étonnamment stable. « Je témoignerai, dit-elle. Je leur dirai exactement ce qui s'est passé, que je ne savais pas à quoi j'acquiesçais, mais que je le choisis maintenant quand même. Ça doit compter pour quelque chose. » Alaric secoua lentement la tête. « Ce ne sera pas suffisant, dit-il. Voss affirmera que vous dites ce que vous devez dire pour maintenir la protection, que le lien lui-même est coercitif parce que vous ne pouvez pas refuser en toute sécurité maintenant qu'il est invoqué. Sans le témoignage de Serra, nous ne faisons qu'échanger des accusations sans moyen de prouver l'intention. » Le feu crépitait, la pluie tombait, et quelque part à l'étage, Serra était probablement éveillée, sentant la tension à travers le lien qui les connectait maintenant. Et Mira pensa à l'audience de demain, avec une terreur maladive qui avait le goût des salles d'attente d'hôpital et des causes perdues. « On trouvera une solution, dit-elle, plus pour se convaincre elle-même que lui. Nous avons 30 heures. » L'expression d'Alaric suggérait qu'il ne partageait pas son optimisme, mais il hocha la tête quand même, et ils restèrent assis ensemble dans le salon trop grand tandis que la maison craquait autour d'eux et que l'échéance approchait comme une guillotine. 2 personnes qui se connaissaient à peine, liées par une enfant qui ne pouvait pas parler et une loi plus vieille que les pays, essayant de trouver comment prouver quelque chose d'aussi intangible que la confiance. La chambre du conseil existait dans un espace qui n'aurait pas dû être possible sous le centre-ville de Portland, taillé dans une pierre qui précédait la ville et semblait plus ancienne que le continent lui-même. Mira descendit les escaliers entre Alaric et son avocat Marcus, le cœur battant contre ses côtes et le goût métallique de la peur dans la bouche. La chambre s'ouvrait sur une pièce circulaire éclairée par des brassereaux qui dégageaient de la chaleur et de la lumière, mais sentaient mauvais, comme des minéraux en combustion au lieu de bois,
et 13 chaises disposées en demi-cercle faisaient face à un siège unique au centre, manifestement destiné à la personne jugée. Les vampires étaient déjà assis, leur visage soigneusement neutre de cette manière qui suggérait des siècles de pratique à cacher leurs réactions. Et Mira reconnut immédiatement le cousin de Dale parce qu'il avait la même suffisance aux lèvres minces, bien que chez lui, elle soit polie par des vêtements coûteux et la confiance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. Alaric avait expliqué la procédure pendant le trajet. Mira témoignerait sous un lien de vérité, une contrainte magique qui rendait le mensonge physiquement impossible, les mots se coinçant dans la gorge comme du métal froid si l'on essayait de dire autre chose que l'honnêteté absolue. C'était une magie ancienne, plus ancienne que le conseil lui-même, et cela signifiait que chaque mot qu'elle dirait serait pesé comme un fait plutôt qu'une opinion. Le lien de vérité signifiait aussi qu'elle ne pouvait pas refuser de répondre, ne pouvait pas dévier ou esquiver, juste se tenir là et saigner l'honnêteté devant 13 prédateurs qui analyseraient chaque syllabe à la recherche de faiblesses. Marcus l'avait briefé sur la façon de formuler les choses, de donner le moins d'informations possible, mais Mira savait que dès que Voss commencerait à poser des questions, tout le coaching du monde ne servirait à rien, car le lien lui arracherait la vérité, qu'elle le veuille ou non. Elle s'assit sur le siège central et sentit le lien s'installer sur elle comme un poids, froid et invasif, s'enroulant autour de ses cordes vocales et se faufilant dans ses poumons jusqu'à ce que parler lui donne l'impression de pousser des mots à travers de la glace. Le conseiller Voss se leva, ses mouvements précis et théâtraux, et commença par les questions faciles. Donnez votre nom, votre profession, comment vous vous êtes retrouvé au Rose City Diner la nuit du 15 mars. Mira répondit mécaniquement, sentant le lien pulser à chaque mot. Une sensation de fils métalliques se resserrant et se relâchant autour de sa gorge pour vérifier qu'elle disait la vérité. Puis Voss changea d'angle, sa voix prenant ce ton accusateur qui suggérait qu'il connaissait déjà les réponses et ne faisait que les établir pour le procès-verbal. « Saviez-vous qui était l'enfant lorsque vous êtes intervenu » demanda-t-il, et Mira dit non, sentant le lien l'accepter comme vérité. « Avez-vous fait des recherches sur la famille Thorne après avoir été amené au domaine » insista-t-il, et de nouveau Mira dit « Non, j'ai été amené là immédiatement et j'ai passé la nuit à essayer de comprendre ce qui s'était passé. » Le lien ronronna son approbation et la bouche de Voss se resserra légèrement, son scénario ne se déroulant pas tout à fait comme il l'avait prévu. « Attendez-vous une compensation financière pour votre service en tant que bouclier » demanda-t-il, pivotant vers une nouvelle attaque, et Mira dut forcer les mots à sortir à travers la restriction du lien. « Cela a été offert, de l'argent pour effacer la dette médicale de ma sœur, mais ce n'est pas pour ça que je suis restée. » La chambre devint très silencieuse, et Mira sentit le poids des regards de 13 vampires, calculateurs et évaluateurs, essayant de déterminer si elle mentait, si elle était naïve ou véritablement altruiste. Voss sourit alors, un sourire acéré et prédateur, car il avait trouvé son angle. « Alors pourquoi êtes-vous restée, mademoiselle Chen » demanda-t-il, sa voix faussement douce. Le lien ne vous laissait pas partir d'un contrat magiquement appliqué. Vous comprenez sûrement qu'accepter le right signifiait que vous étiez piégé, quels que soient vos sentiments. Pourquoi prétendre que vous êtes resté pour une autre raison que l'autopréservation? Le lien lui saisit la gorge et Mira essaya de penser à une réponse diplomatique, une version des événements qui n'exposerait pas la blessure à vif en son centre, mais la magie lui arracha la vérité comme du poison d'une plaie. Parce qu'elle m'a regardée de la même façon que ma sœur la nuit avant sa mort, s'entendit-elle dire, sa voix rauque et trop forte dans la chambre de pierre. Comme si elle se noyait et que j'étais la seule à le voir. Le silence qui suivit fut absolu, même les brassereaux semblant calmer leur crépitement. Et Mira sentit des larmes lui brûler les yeux, mais refusa de les laisser couler, car elle ne donnerait pas cette satisfaction à Voss. « Donc vous êtes resté pour vous-même, » dit Voss,
profitant de son avantage avec l'habileté de quelqu'un qui avait instruit 1000 procès. Pour soulager votre culpabilité, pour avoir une autre chance de jouer les sauveuses, utilisant cet enfant comme un substitut pour la sœur que vous n'avez pas réussi à sauver. Mais... Alaric bondit sur ses pieds, la fureur inscrite sur chaque ligne de son corps. Mais Mira le coupa avant qu'il ne puisse parler, car le lien tirait plus de vérité, et elle avait besoin de le dire elle-même. Oui, dit-elle clairement, croisant le regard de Voss avec toute la force qu'elle avait. Peut-être, je ne sais pas, la culpabilité est compliquée et je ne suis pas thérapeute. Mais elle n'est pas ma sœur et je ne vais pas l'abandonner de la même manière, parce qu'elle mérite quelqu'un qui restera quand ça deviendra difficile. Et apparemment, je suis trop stupide pour abandonner les enfants effrayés qui ont besoin d'aide. Le lien l'accepta, bourdonnant de satisfaction à travers sa poitrine, et Mira vit plusieurs membres du conseil échanger des regards qui auraient pu être d'approbation ou de calcul. Voss ouvrit la bouche pour insister davantage, mais c'est à ce moment que la porte au fond de la chambre s'ouvrit et que chaque vampire dans la pièce se tourna pour regarder, leur attention se portant vers l'entrée avec une synchronisation prédatrice. Sora se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue des mêmes habits que le matin même, ses cheveux emmêlés et son visage empreint d'une détermination qui semblait déplacée sur les traits d'un enfant. Le cœur de Mira s'arrêta, car personne ne l'avait amenée. Le domaine était à des kilomètres. Elle avait dû suivre d'une manière ou d'une autre à travers la pluie, les rues et les passages souterrains qui menaient ici. La fillette entra dans la chambre d'un pas lent et délibéré, ses pieds nus silencieux sur le sol de pierre, et elle passa devant les membres du conseil qui étaient tous devenus très immobiles, devant son père qui semblait avoir été frappé, droit vers Mira qui était piégée sur le siège central, avec le lien de vérité toujours enroulé autour de sa gorge. Sora s'arrêta devant elle, et Mira vit ses mains trembler, vit l'épuisement inscrit sur chaque ligne de son petit corps, vit la terreur et la résolution se disputer la domination dans ses yeux trop vieux. Puis Sera ouvrit la bouche et parla pour la première fois en 17 ans, sa voix rauque, inutilisée et absolument certaine. « Reste, dit-elle, le seul mot tombant dans la chambre comme une pierre dans une eau calme. Elle se tourna légèrement pour regarder Alaric, qui était devenu blême, et ajouta dans le même murmure rauque, « Papa. » Puis ses jambes cédèrent, et elle s'effondra, mais Mira était déjà en mouvement, le lien de vérité se brisant comme du verre, alors qu'elle se jetait en avant pour rattraper la fillette, et quelque chose s'enflamma dans sa poitrine, une flambée de sensations, comme une marque au fer rouge pressé sur ses côtes de l'intérieur. Le lien, le rite du sanctuaire qui avait été une protection à sens unique, inonda soudainement les deux directions, et Mira allaita alors que les émotions de Sera la submergeaient. Un épuisement si profond qu'il ressemblait à une noyade, une terreur qui avait le goût du cuivre, une détermination comme un fil d'acier, et en dessous de tout cela, un amour désespéré dirigé à la fois vers Mira et Alaric, à parts égales. Elle pouvait sentir le rythme cardiaque de Sera s'accorder au sien, pouvait sentir la conscience de la fillette flotter au bord de l'évanouissement, mais lutter pour rester consciente, pouvait goûter l'effort qu'il lui avait coûté de prononcer ces deux mots après 17 ans de silence. Alaric fut là soudainement, ses mains douces alors qu'il soulevait Sera des bras de Mira, et son visage exprimait quelque chose que Mira n'avait jamais vu auparavant, le chagrin, la joie et la terreur entremêlées jusqu'à ce qu'il ait l'air presque humain. Le conseil éclata en chaos, des voix se chevauchant dans des langues que Mira ne reconnaissait pas, mais à travers la nouvelle connexion avec Sera, elle pouvait sentir la conscience de la fillette suivre tout, l'enregistrant même si son corps cédait à l'épuisement. Voss essayait de parler, d'insister sur sa contestation, mais la conseillère Helena se leva, et sa voix trancha le bruit comme une lame.
L'enfant a parlé, dit-elle, son ton n'admettant aucune discussion. Devant 13 témoins, elle a témoigné que le lien est authentique et librement accepté de sa part. Le rite est validé. Cette audience est close. Plusieurs autres membres du conseil acquiescèrent, et Mira vit le visage de Voss se crisper de fureur, mais il était en minorité et il le savait. Ne pouvant rien faire d'autre que de s'incliner avec raideur et de se retirer sur son siège, tandis que le reste du conseil se levait et commençait à sortir. Marcus apparut aux côtés de Mira, l'aidant à se relever sur des jambes qui ne voulaient pas la supporter, et elle réalisa qu'elle tremblait. Le résidu du lien de vérité, le choc de la voix de Sarah et le nouveau poids de la connexion bidirectionnelle se combinant en quelque chose qui ressemblait à être défaite et refaite simultanément. Alaric porta Sarah vers la sortie et Mira suivit, car le lien l'attirait comme une aiguille de boussole, la distance entre eux créant une tension qu'elle pouvait sentir dans ses os. Et elle comprit avec une clarté soudaine qu'elle saurait toujours où était Sarah maintenant, qu'elle sentirait toujours l'état émotionnel de la fillette comme un second battement de cœur sous le sien. Ils atteignirent la voiture d'Alaric avant que quiconque ne parle, Sarah toujours inconsciente dans les bras de son père, et Mira se pliant sur la banquette arrière, la tête lui tournant et la poitrine lui faisant mal là où le lien s'était enflammé. Le chauffeur s'éloigna de l'entrée souterraine, et Alaric regarda enfin Mira avec des yeux qui contenaient trop d'émotions pour être déchiffrés. Le lien a changé, dit-il doucement, et ce n'était pas d'une question. Mira hocha la tête, une main pressée sur ses côtes, où elle pouvait encore sentir l'écho de cette marque, l'endroit où les émotions de Sarah se connectaient aux siennes. « Je sais, dit-elle. J'ai senti sa terreur, son épuisement, tout. » Elle avait si peur, mais elle est venue quand même. Les bras d'Alaric se resserrèrent autour de Sarah, et il baissa la tête jusqu'à ce que son front repose contre les cheveux de sa fille. Et Mira l'entendit prendre une inspiration tremblante qui suggérait qu'il luttait contre les larmes. « Elle a parlé, dit-il, la voix brisée. Pour vous, pour nous deux, elle a brisé 17 ans de silence, et maintenant je ne sais pas ce que ça lui a coûté. » Le nouveau lien vibrait entre Mira et Sarah, et à travers lui, elle pouvait sentir les rêves de la fillette, fragmentés et étranges, mais pas des cauchemars. Juste le traitement épuisé d'un esprit qui s'était poussé au-delà de toutes ses limites. « Elle va bien, » dit Mira, surprise de sa propre certitude. Fatiguée, dépassée, mais pas brisée. Elle a choisi ça, choisi de me sauver. Et ce n'est pas un échec, même si ça lui a coûté. Alaric leva les yeux et croisa son regard, et quelque chose passa entre eux, une sorte de compréhension qu'ils étaient tous les deux responsables de cet enfant maintenant, d'une manière qui dépassait la magie ou la loi, que Sarah les avait liés ensemble autant que le rite l'avait fait. « Merci, dit-il, et les mots avaient du poids, prononcés d'égal à égal plutôt que de roi à sujet. D'être resté, de vous être battu, d'avoir été ce dont elle avait besoin quand je ne pouvais pas l'être. » Mira voulait esquiver, faire une blague sur le fait de ne pas avoir eu beaucoup le choix, mais la vérité était qu'elle avait choisi cela. Chaque jour depuis le diner, elle avait choisi de rester, et elle le choisissait encore maintenant avec le lien brûlant dans sa poitrine et les émotions de Sarah se déversant dans les siennes. « De rien, » dit-elle à la place, et elle le pensait. Ils traversèrent les rues luisantes de pluie en direction du domaine, tandis que Sarah dormait et que le lien s'installait en quelque chose de presque confortable, une présence que Mira apprenait à filtrer et à interpréter, et elle pensa à l'audience, au visage de Voss et au moment où Sarah avait parlé devant le conseil. La fillette l'avait sauvée, avait exercé son libre arbitre pour la première fois en 17 ans pour protéger l'humaine qui s'était interposée entre elle et la colère de Dale, et cela signifiait quelque chose que Mira essayait encore de comprendre. Le lien pulsa de chaleur à travers ses côtes.
le subconscient de Sarah tendant la main même dans son sommeil, et Mira se surprit à tendre la main en retour, envoyant du réconfort, de la sécurité et la promesse qu'elle n'irait nulle part. Alaric observa cet échange avec une expression qui suggérait qu'il pouvait le sentir aussi à travers son propre lien de sang avec Sarah, voyant sa fille se connecter à quelqu'un d'autre d'une manière dont elle ne s'était jamais connectée à lui. Mira s'attendait à de la jalousie, mais ne vit que du soulagement et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Nous sommes dans le même bateau maintenant, dit-elle doucement, pas tout à fait une question. Tous les trois, liés d'une manière qui ne peut être défaite. Alaric hocha la tête, sa main douce sur le dos de Sarah, et à travers la nouvelle connexion, Mira sentit le rythme cardiaque de la fillette se stabiliser et devenir fort, ses émotions s'installant dans quelque chose qui ressemblait à la paix. Le conseil avait validé le right, Voss avait été vaincu au moins temporairement, et Sarah avait trouvé sa voie. Mais Mira comprit avec une clarté froide que ce n'était que le début, que l'évolution du lien signifiait de nouvelles complications et de nouveaux dangers qu'aucun d'eux n'avait anticipés. La pression de l'air dans la voiture changea subtilement, cette sensation d'orage qui éclate de la chambre du conseil persistant encore, et Mira pressa sa main sur ses côtes où les émotions de Sarah vibraient comme un second pouls. Elle pouvait sentir la confiance de la fillette, absolue et sans question, pouvait sentir son soulagement d'être tenue par son père, pouvait goûter l'épuisement qui venait de repousser toutes les barrières que le traumatisme avait construites. C'était intime d'une manière qui coupa le souffle de Mira, cette connexion à la vie intérieure d'une autre personne. Et elle se demanda ce que Sarah pouvait ressentir d'elle en retour, si la fillette sentait la peur et la détermination de Mira, et l'affection dangereuse qui grandissait malgré tous les murs qu'elle avait érigés. Ils franchirent le portail du domaine, et Alaric porta Sarah à l'intérieur, tandis que Mira suivait, le lien s'étirant finement avec la distance avant de se rétracter dans une portée confortable quand elle entra dans la maison, et elle comprit qu'elle ne serait plus jamais vraiment séparée de cet enfant, que la douleur de Sarah serait sa douleur et sa joie serait la joie de Mira, et qu'elles navigueraient ensemble dans cette étrange nouvelle intimité, que l'une ou l'autre soit prête ou non. Alaric déposa Sarah dans son lit et recula pour laisser Mira s'installer à côté d'elle, reconnaissant que la fillette voudrait Mira près d'elle à son réveil, et son expression contenait de la gratitude, du chagrin et quelque chose d'autre que Mira avait peur de nommer. Le lien s'enflamma une fois de plus, alors que la main de Sarah trouvait celle de Mira dans son sommeil, ses petits doigts s'enroulant fermement, et à travers la connexion, Mira sentit la certitude absolue de la fillette qu'elle était en sécurité maintenant, que sa famille était complète, que la femme qui s'était interposée entre elle et le danger resterait. La gorge de Mira se serra d'émotion, et elle leva les yeux pour trouver Alaric, qui les observait avec la même expression compliquée, et elle réalisa que tout avait changé dans cette chambre du conseil, qu'ils avaient franchi un seuil qui signifiait qu'il n'y avait pas de retour possible à la distance prudente d'employeurs et d'employés, de rois et de sujets, de vampires et d'humaines. Ils étaient une famille maintenant, désordonnée, liée et incomplète, mais se choisissant quand même, et le poids de cela s'abattit sur Mira comme un vœu qu'elle n'avait pas prononcé, mais qu'elle tiendrait quoi qu'il arrive. Mira était assise dans le fauteuil à côté du lit de Sarah, regardant la fillette dormir, une main posée légèrement sur sa petite épaule, sentant le lien pulser comme un second battement de cœur sous ses propres côtes, stable, chaud et étrange d'une manière qu'elle apprenait encore à interpréter. Les rêves qui filtraient à travers la connexion étaient fragmentés, des images et des sensations plutôt que des récits cohérents. La voix de Mira lisant des histoires, la texture du pain grillé qu'elle ne pouvait pas manger, la sensation de parler après 17 ans de silence, l'épuisement comme un poids qui l'écrasait. Pas des cauchemars cependant, catalogua Mira avec soulagement, juste le traitement normal d'un esprit qui avait été poussé au-delà de ses limites et qui se reconstruisait lentement.
La lumière de la lampe était douce et dorée, transformant la chambre de Sarah en quelque chose de plus doux que la prison pastel qu'elle était lorsque Mira l'avait vue pour la première fois, et elle réalisa qu'Alaric avait tenu parole en enlevant les barreaux de la fenêtre. Car les fers forgés avaient disparu, ne laissant que le verre et la vue striée de pluie du domaine au-delà. Un coup à la porte attira son attention et Alaric entra, portant un plateau qui contenait de la vraie nourriture plutôt que la subsistance générique qu'elle se préparait. Et Mira reconnut ses plats préférés du restaurant thaïlandais près de son ancien appartement, ceux qu'elle commandait tous les vendredis quand Maya était encore en vie et qu'elle prétendait que les choses étaient normales. Vous avez encore fait des recherches sur moi, dit-elle, mais il n'y avait aucune chaleur dans sa voix, juste un amusement fatigué face à sa minutie. Il posa le plateau sur le bureau et eut la grâce de paraître légèrement penaud. Je voulais faire quelque chose d'utile, dit-il. Et vous n'avez pas mangé depuis le petit déjeuner. Ils se mirent à converser pendant que Mira mangeait, tous deux gardant leur voix basse pour ne pas déranger Sarah. Et Alaric expliqua les nouvelles mécaniques du lien avec la précision de quelqu'un qui avait passé l'après-midi à consulter tous les textes qu'il possédait. Les émotions filtrent quand elles sont assez fortes, dit-il, observant la fillette endormie, avec une expression qui suggérait qu'il ressentait des échos de ses rêves à travers son propre lien de sang. La distance affaiblit la connexion mais ne la brise pas. Vous saurez toujours à peu près où elle est et comment elle se sent. Et dans les moments de détresse extrême, le lien vous attirera vers elle, que vous le vouliez ou non. Mira absorba cela. Pensant à la flambée dans la chambre du conseil et à la façon dont elle avait senti la terreur et la détermination de Sarah comme si c'étaient les siennes. Que se passe-t-il si elle se blesse? Demanda-t-elle, car la question était restée dans sa poitrine depuis que le lien avait changé et elle avait besoin de connaître les paramètres de ce qu'elle avait accepté. Alaric resta silencieux un long moment, son regard lointain, avant de répondre avec la même honnêteté brutale qu'il avait montrée en admettant qu'il ne connaissait plus sa fille. Vous partagerez la douleur, dit-il. Potentiellement la blessure elle-même, selon la gravité. Le rite a été conçu pour rendre l'attaque d'un enfant protégé prohibitivement coûteuse, car la blessure signifie vous blesser, et la plupart des agresseurs ne risqueront pas de tuer un humain sous protection royale. Mais cela signifie aussi que vous pourriez mourir en la protégeant si quelqu'un est assez déterminé ou assez imprudent pour ne pas se soucier des conséquences. Mira sentit le poids de cela s'abattre sur elle comme une chose physique, mais constata qu'elle n'était pas surprise, l'avait peut-être su à un certain niveau depuis que le lien s'était verrouillé. « Je sais, » dit-elle doucement. J'ai senti le contrat se verrouiller quand elle a parlé dans la chambre du conseil. Je l'ai senti me brûler les côtes comme une marque. Vous pourriez mourir, est le prix pour ce genre de protection. Alaric la regarda avec quelque chose qui aurait pu être de l'angoisse, de l'admiration, ou les deux. « Je suis désolée, » dit-il. Et elle entendit un regret sincère dans sa voix, non pas pour l'avoir liée, mais pour le coup que cela entraînait. Mira secoua la tête car elle avait déjà fait la paix avec cela, l'avait choisi chaque jour depuis qu'elle s'était interposée entre Sarah et la colère de Dale. « Ne le soyez pas, dit-elle. J'ai choisi ça à la seconde où je me suis mise entre elle et Dale, et je l'ai choisi à nouveau chaque fois que je suis restée. Si le prix est de partager sa douleur, c'est toujours mieux que de partir et de me demander si elle irait bien sans moi. » L'expression d'Alaric devint compliquée, et il ouvrit la bouche comme s'il allait argumenter, la remercier ou dire quelque chose qui rendrait ce moment plus grand qu'il ne le fallait, mais Sarah remua légèrement dans son sommeil, et ils s'immobilisèrent tous les deux, attendant. Le lien pulsa de chaleur, et la fillette se calma à nouveau, ses rêves se tournant vers quelque chose qui ressemblait à du contentement, et Mira se surprit à sourire malgré l'épuisement qui tirait sur ses os. « Elle rêve des histoires que je lui ai lues, » dit-elle, sentant les images filtrer à travers la connexion. Celle sur la fille,
qui a sauvé le royaume avec une épée brisée et beaucoup trop d'entêtement. Ah, la bouche d'Alaric s'étira en un sourire et il se leva, ramassant les contenants de nourriture vides avec des mouvements qui se voulaient désinvoltes, mais qui paraissaient raides. Reposez-vous, dit-il. Je serai dans mon bureau si l'une de vous a besoin de quoi que ce soit. Il partit avant que Mira ne puisse répondre et elle s'enfonça plus profondément dans le fauteuil, sa main toujours sur l'épaule de Sarah, laissant la pulsation régulière du lien la bercer vers le sommeil. Alaric atteignit son bureau avant que son téléphone ne se mette à sonner, l'écran affichant le numéro de Marcus avec le genre d'insistance qui suggérait que les mauvaises nouvelles ne pouvaient pas attendre le matin. Il répondit et écouta son plus vieil allié expliquer d'un ton sec et professionnel que Voss avait divulgué des détails de l'audience au réseau médiatique Vampire, tournant le récit pour faire paraître Alaric désespéré et faible, un roi si incapable de contrôler sa propre maisonnée qu'il avait dû recourir à lier une humaine quelconque à sa fille endommagée. Le titre que Marcus lut à voix haute fit se crisper la mâchoire d'Alaric. Le roi lit une humaine à sa fille dans un geste désespéré. Et l'article continuait en spéculant sur l'instabilité politique et sur la question de savoir si la lignée d'Alaric était trop compromise pour maintenir ses possessions. C'était un assassinat de caractère déguisé en nouvelle, et pire encore, cela désignait Mira comme une cible en suggérant qu'elle était une vulnérabilité, un bouclier humain dont la mort dissoudrait le rite et laisserait Serra à nouveau sans protection. Marcus était déjà en train d'élaborer des contre-mesures, de faire appel à des faveurs et de préparer des déclarations, mais Alaric l'entendait à peine, car son esprit parcourait des scénarios où les alliés de Voss décideraient que le moyen le plus simple de déstabiliser sa maison était d'éliminer Mira et de regarder tout s'effondrer. Il mit fin à l'appel et commença immédiatement à passer les siens, activant de vieilles alliances et tirant des ficelles qu'il gardait pour les urgences, sa voix froide et contrôlée, même si la fureur brûlait en dessous. Au bout de 3 appels, il sentit le tremblement commencer dans ses mains, subtil mais indubitable, son corps reconnaissant enfin ce qu'il ignorait depuis des semaines. Il ne s'était pas nourri correctement depuis avant la première fugue de Serra, avait survécu avec du sang animal acheté à un fournisseur qui ne posait pas de questions, et ce n'était pas suffisant. Ça n'avait jamais été suffisant, mais il s'était convaincu qu'il pouvait gérer, car l'alternative était de chasser. Et chasser signifiait aller dans des endroits qui pourraient déclencher le traumatisme de Serra si elle s'enfuyait à nouveau. Le tremblement s'aggrava et il posa soigneusement le téléphone, pressant ses paumes à plat contre le bureau pour cacher les secousses. Les vampires ne mouraient pas de faim comme les humains. Le processus était plus lent et plus insidieux. Un affaiblissement progressif qui s'installait jusqu'à ce que soudain, vous ne puissiez plus faire confiance à votre propre force, vitesse ou jugement. Il avait poussé les choses trop loin, réalisa-t-il avec une clarté froide, avait laissé sa culpabilité et sa peur prendre le dessus sur ses besoins de survie de base. Et maintenant, il était compromis exactement au moment où il devait être le plus affûté. La porte du bureau s'ouvrit sans qu'on frappe, et Mira se tenait là, dans la lumière de la lampe, l'air épuisé et inquiet, ses yeux se posant immédiatement sur ses mains, et la façon dont il s'appuyait contre le bureau. « Quand vous êtes-vous nourri pour la dernière fois ?» demanda-t-elle, sans préambule, et Alaric essaya de détourner la conversation en disant qu'il allait bien, mais elle le coupa d'un regard qui suggérait qu'elle en avait assez de ses évasions. « Vous ne pouvez pas nous protéger si vous mourrez de faim, » dit-elle sèchement, et il réalisa qu'elle avait lu les textes sur les vampires dans sa bibliothèque, s'était suffisamment renseignée pour en reconnaître les signes. « Avant la première fugue de Serra, » admit-il, car le lien ne lui permettrait pas de lui mentir même sans contrainte magique. « Il y a des semaines, peut-être plus, j'ai arrêté de chasser en ville après sa 3e fugue, parce qu'elle associe ma nourriture à l'attaque, et je ne risquerais pas de la traumatiser à nouveau. J'ai utilisé du sang animal, mais ce n'est pas suffisant pour une survie à long terme. » Mira traversa la pièce
et il la vit traiter l'information, vit le moment où elle relia son sacrifice au tremblement de ses mains et à la pâleur qu'il ne pouvait plus cacher. Elle avait l'air furieuse, triste et déterminée tout à la fois, et quand elle commença à retrousser sa manche, il comprit ce qu'elle offrait avant même qu'elle ne parle. Le refus fut automatique et viscéral, chaque instinct hurlant qu'elle était sous sa protection et que se nourrir d'elle violerait tous les principes sur lesquels il avait bâti son règne. Non, dit-il, plus sèchement qu'il ne l'avait voulu. Vous êtes sous ma protection. Ce serait une violation du rite et de mon propre code. Je ne le ferai pas. L'expression de Mira ne changea pas. Cette obstination dans sa mâchoire qu'il commençait à reconnaître comme son visage de J'ai pris une décision. Le lien signifie que je suis de la famille maintenant, dit-elle. Et la famille prend soin les uns des autres. Vous me l'avez dit vous-même quand vous expliquiez pourquoi vous m'aviez lié. C'est moi qui prends soin de la famille. Ah! Alaric sentit quelque chose se briser dans sa poitrine à la simple logique de la chose, à cette femme humaine qui avait été entraînée dans sa vie, s'offrant pour le soutenir parce qu'elle avait décidé qu'il valait la peine d'être protégé. Si vous consentez librement et avec témoins, commença-t-il, se rabattant sur les protocoles formels, car c'était le seul moyen qu'il pouvait s'autoriser à accepter, mais elle l'interrompit avec son impatience caractéristique. Je consens, dit-elle clairement. Sera d'or à l'étage, mais elle sentira mon choix à travers le lien. C'est un témoin suffisant selon vos lois. Maintenant, asseyez-vous avant de tomber et laissez-moi vous aider. Il s'assit car ses jambes tremblaient maintenant aussi, et Mira approcha l'autre fauteuil, s'installant assez près pour qu'il puisse sentir son odeur, la chaleur humaine et le léger parfum de la nourriture thaïlandaise qu'elle avait mangée, et en dessous, son sang, riche et vital d'une manière qui fit s'élancer ses crocs. Elle tendit son poignet d'une main ferme, et il le prit doucement, ses doigts trouvant son pouls et le sentant bondir sous son contact. Ce n'est pas romantique, dit-il, ayant besoin qu'elle comprenne qu'il ne profitait pas d'elle, même si chaque cellule de son corps hurlait pour ce qu'elle offrait. C'est une nécessité. Pratique, juste la famille qui prend soin des autres. La bouche de Mira s'étira en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Je sais, dit-elle. Maintenant, arrêtez de parler et faites-le avant que je ne perde mon courage. Il mordit rapidement et proprement, ses crocs trouvant la veine avec des siècles de pratique, et son sang frappa son système comme de l'électricité, riche, humain et vivant d'une manière que le sang animal ne pourrait jamais égaler. L'intimité fut immédiate et indéniable, pas sexuelle mais profonde, une connexion qui allait plus loin que l'acte physique car se nourrir pour un vampire portait une résonance émotionnelle, des goûts et des sensations qui parlaient de l'état intérieur du donneur. Il pouvait goûter les émotions de Mira dans son sang, une protection féroce dirigée à parts égales vers Serra et lui-même, un épuisement profond qu'elle surmontait par pure obstination, la peur de la fuite médiatique et de ce que cela signifiait pour leur sécurité, et en dessous de tout cela, inattendue, chaude et dangereuse, une affection sincère. Pas seulement pour Serra, mais pour lui, cette femme humaine qui avait toutes les raisons de le détester pour l'avoir lié, avait d'une manière ou d'une autre décidé qu'il valait la peine qu'on s'occupe de lui. Le goût de cela faillit le défaire, et il se retira bien avant d'avoir pris assez pour satisfaire complètement sa faim, scellant la blessure d'un contact de sa langue et relâchant son poignet comme s'il le brûlait. Mira resta très immobile, une main pressée sur la marque de la morsure, et le silence entre eux était chargé de tout ce qu'ils ne disaient pas. « Vous avez le goût de la loyauté, » dit-il doucement, car il avait besoin de reconnaître ce qu'il avait ressenti, même s'il ne pouvait pas nommer le reste, et de quelque chose d'autre que je ne mérite pas. Mira se leva brusquement, sans croiser son regard, et se dirigea vers la porte sans répondre. Arrivée là, elle s'arrêta, la main sur le cadre,
le dos toujours tourné vers lui. Voici. Les, les rêves de Sarah viennent de changer, dit-elle, sa voix soigneusement neutre. Elle a senti mon choix à travers le lien, et elle en est heureuse, soulagée que vous alliez bien. Puis elle disparut, la porte se refermant doucement derrière elle, et Alaric resta seul dans son bureau, se sentant plus stable physiquement, mais secoué d'une manière qui n'avait rien à voir avec la faim. Mira retourna dans la chambre de Sarah avant que son sang-froid ne se fissure, s'effondrant dans le fauteuil à côté du lit et pressant sa main sur la marque de la morsure qui pulsait encore d'une chaleur résiduelle. À travers le lien, elle pouvait sentir le contentement de Sarah, une approbation somnolente que son père se soit enfin nourri, que Mira se soit occupée de lui comme elle s'était occupée de Sarah, et la simple confiance de la chose lui serra la gorge. Elle s'était attendue à ce que la nourriture soit clinique, transactionnelle, juste la résolution d'un problème comme on tendrait un pansement pour une coupure. Elle ne s'était pas attendue à l'intimité de la chose, à la façon dont la bouche d'Alaric sur son poignet lui avait donné l'impression d'être vue d'une manière qu'elle gardait normalement cachée. Ne s'était pas attendue à sentir sa faim, son soulagement et son contrôle prudent, ni le moment où il avait goûté ses émotions et où tout son corps s'était raidi de choc. La chaleur sous sa protection, l'affection qu'elle essayait de ne pas reconnaître, il l'avait goûtée et reconnue pour ce qu'elle était, et elle ne pouvait plus revenir en arrière maintenant, ne pouvait plus prétendre que c'était juste pour Sarah. Mira pressa ses deux mains sur son visage et essaya de réfléchir malgré l'épuisement et la confusion. Essaya d'analyser si ce qu'elle ressentait était réel ou juste une réaction traumatique au fait d'être liée à quelqu'un de puissant qui lui avait montré une gentillesse inattendue. Le lien pulsa et elle sentit les rêves de Sarah se tourner vers la conscience. La fillette sentant la détresse de Mira et commençant à sortir de son sommeil. Mira se força à respirer régulièrement, à projeter le calme à travers la connexion, et après un moment, Sarah se calma à nouveau, rassurée mais pas totalement convaincue. La pluie tambourinait contre les fenêtres et la lumière de la lampe rendait tout doux et surréaliste, et Mira resta assise dans le fauteuil, sentant le double pouls de son cœur et du lien, essayant de comprendre comment naviguer dans une situation qui devenait de plus en plus compliquée à chaque heure qui passait. Elle était venue ici pour protéger Sarah, avait accepté le lien et ses coups parce qu'un enfant avait besoin de quelqu'un qui resterait, mais quelque part au cours des 36 dernières heures, c'était devenu plus que ça. C'était étendu pour inclure un roi vampire qui s'affamait plutôt que de risquer le traumatisme de sa fille et qui regardait Mira comme si elle était quelque chose de précieux quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention. La marque de la morsure pulsait, et à travers le lien, elle sentit la certitude absolue de Sarah que c'était juste, que les trois leur place était ensemble, que le fait que Mira s'occupe d'Alaric était tout aussi important que de s'occuper d'elle. Mira voulait contester cette logique mais n'y parvenait pas tout à fait parce que la fillette avait raison. Ils étaient liés maintenant d'une manière qui signifiait qu'ils devaient en prendre soin les uns des autres ou toute la structure s'effondrerait. La famille prend soin les uns des autres, avait-elle dit à Alaric, utilisant ses propres mots contre lui. Et elle l'avait pensé même en sachant que cela fissurerait quelque chose entre eux que ni l'un ni l'autre n'était prêt à gérer. En bas, dans son bureau, elle sentit plutôt qu'elle n'entendit Alaric bouger, arpentant probablement la pièce, réfléchissant à ce qu'il avait goûté dans son sang et décidant comment procéder. La distance rendait le lien ténu, mais ne le brisait pas. Et Mira était reconnaissante pour cet espace, même si une partie d'elle voulait redescendre et exiger qu'il parle de ce qui venait de se passer. La main de Sarah trouva la sienne dans son sommeil, ses petits doigts s'enroulant fermement. Et à travers la connexion, Mira sentit les rêves de la fillette revenir au contentement. Cette simple certitude d'enfant que les adultes trouveraient une solution parce qu'ils le devaient, parce qu'elle avait besoin de d'eux. Mira ferma les yeux
et laissa la pulsation du lien la calmer, laissa la confiance de Séra l'ancrer, et essaya de ne pas penser à la chaleur qui avait inondé l'expression d'Alaric quand il s'était retiré de son poignet, essaya de ne pas cataloguer la façon dont son propre pouls avait bondi quand ses doigts avaient stabilisé son bras. La nourriture avait été une nécessité, une transaction, et la famille prenant soin de la famille, se dit-elle fermement. Et si cela avait semblé plus que ça, si le silence qui avait suivi avait été chargé d'une possibilité dangereuse, ce n'était que l'épuisement, l'adrénaline et trop d'émotions traitées en trop peu de temps. La marque de la morsure pulsa une fois de plus, comme une ponctuation, et Mira pressa son pouce dessus. Sentant l'écho du contrôle prudent d'Alaric et le moment où ce contrôle avait failli se briser parce qu'il avait goûté quelque chose dans son sang qu'il n'attendait pas. Vous avez le goût de la loyauté et de quelque chose d'autre que je ne mérite pas, avait-il dit, et elle s'était enfuie, parce que le quelque chose d'autre était l'affection, l'attirance et le début de sentiments qu'elle n'avait aucune raison de développer pour un roi vampire, qui tenait sa vie entre ses mains par des lois anciennes et des contrats magiques. Sera soupira dans son sommeil et serra la main de Mira plus fort, l'ancrant avec ce simple geste de confiance, et Mira se força à arrêter de tourner en rond et à simplement respirer. Demain, elle trouverait comment naviguer dans cette nouvelle complexité. Comment maintenir des limites tout en vivant à proximité de quelqu'un dont elle pouvait goûter les émotions dans son sang et qui savait maintenant exactement ce qu'elle ressentait pour lui. Ce soir, elle resterait assise dans ce fauteuil et veillerait sur une fille qui avait parlé pour la première fois en 17 ans, qui avait sauvé la vie de Mira en entrant dans une chambre du conseil et en la revendiquant comme sa famille, qui croyait absolument que les adultes la protégeraient tout en se protégeant mutuellement. Le lien pulsa, chaud et stable, et Mira le laissa la bercer vers le sommeil. Sa dernière pensée consciente étant qu'ils avaient franchi trop de limites ce soir pour jamais revenir à la distance prudente d'étrangers, que la nourriture avait changé quelque chose de fondamental entre elle et Alaric, tout comme la voix de Séra avait tout changé dans la chambre du conseil, et que demain, ils devraient tous apprendre à vivre avec l'intimité que les circonstances et la magie leur avaient imposée, qu'ils soient prêts ou non. Mira se réveilla sous la lumière du soleil, au lieu de la pluie pour la première fois depuis son arrivée au domaine, des rayons dorés pâles traversant les fenêtres de la chambre d'amis et peignant tout dans des nuances d'espoir auxquelles elle n'était pas sûre de pouvoir encore se fier. Le lien pulsait, stable et chaud, s'era déjà réveillé dans la pièce voisine, et Mira sentit l'état émotionnel de la fillette comme un café du matin, vif et clarifiant. Un soulagement mêlé de détermination et, en dessous de tout, une satisfaction qui semblait presque suffisante. Elle trouva Sarah assise en tailleur sur son lit, entièrement habillée, les mains bougeant dans les signes qu'ils avaient développés au cours des derniers jours, et l'expression de la fillette contenait une connaissance qui serra la poitrine de Mira, car elle comprit immédiatement que Sarah savait pour la nuit dernière, avait senti le choix de Mira de nourrir Alaric à travers le lien et était en train de traiter ce que cela signifiait. « Tu es resté », signa Sarah, puis elle pointa le sol sous eux, où se trouvait le bureau d'Alaric. « Papa est resté. » Les mots sortirent avec hésitation, sa voix toujours rauque à force d'être inutilisée, mais devenant plus forte à chaque tentative. Famille. Mira s'assit sur le bord du lit et sentit des larmes lui brûler les yeux car le soulagement de la fillette était palpable à travers le lien. Cet enfant qui avait eu si peur d'être abandonné qu'elle avait orchestré son apparition à l'audience du conseil non seulement pour sauver Mira, mais pour les lier tous les trois d'une manière qui ne pourrait pas être facilement défaite. « Tu savais, » dit Mira, pas tout à fait une question. Quand tu es entré dans cette chambre, tu savais que parler changerait le lien, nous connecterait tous. Sera hocha la tête, ses yeux sombres sérieux et bien trop vieux, et signa lentement. Peur que papa disparaisse, qu'il s'affame jusqu'à la torpeur comme le font les vampires quand ils abandonnent. Peur que tu partes, parce que c'était trop difficile.
Le lien vibrait entre eux, et Mira sentit la peur de la fillette se transformer en soulagement. Cette certitude que maintenant, ces deux adultes choisis avaient prouvé qu'ils resteraient. Par des signes et des mots hésitants, Sarah expliqua ce que Mira commençait seulement à comprendre. La fillette était consciente de bien plus que ce que quiconque réalisait, avait suivi le déclin de son père, l'attachement croissant de Mira et les machinations politiques qui tourbillonnaient autour d'eux, avait fait le choix calculé de parler devant le Conseil, parce que cela forcerait tout à être révélé au grand jour et les lirait d'une manière qui rendrait le départ impossible. Elle avait 8 ans de corps, mais son esprit vieillissait depuis 17 ans, développant stratégie et conscience, tout en étant piégé dans la forme figée d'un enfant, et l'intelligence derrière ses actions était à la fois déchirante et humble. Mira attira Sarah dans ses bras et sentit la fillette se détendre contre elle, ses petits bras s'enroulant fermement, et à travers le lien, elle sentit une confiance absolue, cette certitude que sa famille était complète maintenant, en sécurité, et ne se fragmenterait pas. « Je ne vais nulle part », dit Mira dans les cheveux de Sarah. « Père non plus, je m'en suis assurée la nuit dernière. Et tu es coincé avec nous deux, que ça te plaise ou non. » Le rire de Sarah était rouillé mais sincère, et elle se recula pour signer « Merci » avec des doigts qui tremblaient légèrement, l'épuisement la rattrapant encore, mais la détermination l'emportant. La lumière du matin les baignait toutes les deux d'or. Le lien pulsait de chaleur, et Mira pensa à combien de choses avaient changé en 4 jours, comment une rencontre fortuite dans un diner s'était transformée en une famille choisie, liée par une magie ancienne et un besoin moderne. Vers midi, Mira avait besoin d'espace pour réfléchir, la présence constante du lien rendant difficile le traitement de ses propres émotions, distincte du contentement de Sarah et de la distance prudente d'Alaric. Elle leur dit qu'elle sortait prendre un café, juste 1 heure pour se vider la tête, et vit la compréhension traverser le visage d'Alaric avant qu'il n'assigne 2 membres de son équipe de sécurité à la suivre à une distance discrète. Le café se trouvait à 3 pâtés de maison du domaine, lumineux et bondé de gens du brunch du dimanche. Et Mira commanda quelque chose de compliqué avec trop de mousse, en essayant de se sentir normale, échouant spectaculairement. Elle remuait du sucre dans sa tasse quand un homme s'assit en face d'elle sans y être invité, son sourire amical mais ses yeux calculateurs d'une manière qui lui donna la chair de poule. « Mademoiselle Chen, » dit-il, sa voix basse et inquiète. « Je suis un ami, quelqu'un qui pense que vous devriez savoir dans quoi vous vous êtes embarqué. » La main de Mira se resserra sur sa tasse et elle sentit l'équipe de sécurité se rapprocher dans sa vision périphérique, mais l'homme continua de parler, les mots se bousculant comme s'il était sincèrement inquiet. « Alaric Thorne vous utilise, » dit-il. « Le lien peut sembler protecteur maintenant, mais il est conçu pour répartir les dommages entre le bouclier et le protégé, ce qui signifie que si quelque chose arrive à sa fille, vous partagerez ses blessures, potentiellement sa mort. Vous êtes humaine, fragile, et la politique des vampires est vicieuse. Combien de temps pensez-vous survivre une fois que ses ennemis réaliseront que le moyen le plus simple de le blesser est de passer par vous? » Les mots tombèrent comme des pierres, et Mira reconnut la manipulation quand elle l'entendit, reconnut l'empreinte de Voss sur tout cet acte de citoyen concerné, mais elle entendit aussi la graine de vérité enfouie dans les mensonges. Le lien était dangereux, elle le savait intellectuellement, mais l'entendre énoncer si crûme le rendait réel de nouvelles manières. « Vous devriez partir tant que vous le pouvez, » continua l'homme. « Avant d'être trop impliqué, avant que le fait de vous soucier d'eux ne vous fasse tuer. Il y a des ressources, des gens qui peuvent vous aider à disparaître si vous voulez sortir. » Mira se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. « Dites à Voss que son aide ne m'intéresse pas, » dit-elle clairement. « Et que me menacer,
c'est menacer la maison d'Alaric, ce qui semble être un mouvement politique stupide, même pour quelqu'un d'aussi transparent que votre patron. L'expression amicale de l'homme se fissura en quelque chose de plus laid, mais il partit, se fondant dans la foule, et Mira sortit avec son café intact et le cœur battant. L'équipe de sécurité la flanqua sur le chemin du retour, et elle sentit le lien se resserrer, l'anxiété soudaine de Sarah filtrant, alors que la fillette sentait la détresse de Mira. Et au moment où elle atteignit le domaine, Alaric attendait dans le hall, la fureur inscrite sur chaque ligne de son corps. « Voss a envoyé quelqu'un », dit-il sans préambule, et ce n'était pas une question. Mira hocha la tête et le regarda traiter cela. Regarda la rage, la peur et la culpabilité traverser son expression avant de se fixer en quelque chose de plus froid et de plus contrôlé. « Je m'en occupe, dit-il. Je passe des appels, je m'assure que ça ne se reproduira pas, mais le fait qu'il vous ait atteinte est inacceptable. » Mira sentit sa propre colère monter pour égaler la sienne, vive et clarifiante. « Dites-moi la vérité, dit-elle. Toute la vérité, pas seulement les morceaux que vous pensez que je peux gérer. Quels sont les vrais risques de ce lien? » Alaric devint très immobile et elle le vit faire le calcul, décidant de la protéger par l'ignorance ou de lui faire confiance avec l'honnêteté, et après un long moment, il désigna son bureau. « Nous devrions nous asseoir pour ça, dit-il doucement. » Le bureau sentait les vieux livres et la faible odeur minérale de très vieux vampires, et Mira s'assit dans le fauteuil bordeaux, tandis qu'Alaric se positionnait derrière son bureau, cette posture de roi qu'il adoptait quand il avait besoin de distance. « Si Sarah est un jour mortellement blessée, dit-il sans préambule, le lien essaiera de répartir les dommages entre vous deux. La magie ne fait pas la distinction entre la capacité de guérison des vampires et la fragilité humaine, ce qui signifie qu'une blessure à laquelle elle pourrait survivre pourrait vous tuer sur le coup. Si vous mourrez en premier, Sarah le sentira à travers le lien et le traumatisme pourrait provoquer un repli psychologique complet, annulant tous les progrès qu'elle a faits. Le Rite a été conçu pour des boucliers vampires qui pouvaient en guérir de presque tout. Vous êtes humaine et cassable, et je vous ai lié sans considérer pleinement ses implications. » Mira absorba cela, son esprit cataloguant les scénarios et les probabilités, essayant d'évaluer le risque avec des informations incomplètes. « Il a fait des recherches, réalisa-t-elle, en voyant les livres empilés sur son bureau, des textes sur la théorie magique et la modification des liens. Vous cherchez des moyens de me renforcer sans me transformer, dit-elle, et vit la confirmation dans son expression. Me transformer briserait la clause humaine du rite, n'est-ce pas? Tout l'intérêt est que je suis mortelle et vulnérable, ce qui rend l'attaque de Sarah prohibitivement coûteuse. Mais vous essayez de trouver un terrain d'entente, un moyen de me rendre moins fragile. » Alaric hocha la tête, les mains à plat sur le bureau. « J'ai consulté tous les experts en qui je peux avoir confiance, dit-il. Il y a des options, des protections que je peux superposer au rite, mais elles sont imparfaites, et certaines comportent leurs propres risques. La vérité est que je vous ai lié pour la sauver, et je n'ai pas pensé à vous sauver, au coût que vous paieriez pour être son bouclier. C'était égoïste, à courte vue, et je suis désolée. » L'aveu resta en suspens entre eux, et Mira sentit quelque chose changer, sa colère se transformant en compréhension, parce qu'elle pouvait voir sa culpabilité, pouvait reconnaître qu'il essayait de réparer une erreur qu'il n'avait pas réalisé qu'il commettait. « Alors, et maintenant ?» demanda-t-elle. « Vous me déliez, demandez au conseil de dissoudre le rite et me laisser partir. » L'expression d'Alaric devint compliquée, la douleur, le soulagement et la résignation se disputant la domination. « Je ne peux pas, » dit-il doucement. « Seul le Conseil peut dissoudre un rite attesté, et ils ne le feront pas. Cela insulterait le choix de Sarah et créerait un précédent selon lequel tout lien pourrait être contesté après coup. Vous êtes coincé avec ça,
avec nous, à moins que vous ne pétitionniez vous-même le conseil et que vous les convainquiez que votre consentement a été obtenu sous la contrainte. Mira pensa à Sarah à l'étage, à la chaleur du lien, à la confiance de la fillette et à la façon dont elle avait tout orchestré pour garder sa famille unie. Bien, dit-elle, parce que je ne pars pas. Alaric leva brusquement les yeux. Même si ça vous tue? Demanda-t-il, et elle entendit une peur sincère sous la question. Les gens meurent, Alaric, dit Mira, sa voix stable. Ma sœur est morte et je n'ai pas pu l'arrêter. Je l'ai vue s'éteindre pendant des mois, alors que j'essayais tout et que j'échouais quand même. Au moins cette fois, je choisis le risque. Je choisis de protéger quelqu'un qui en a besoin au lieu de rester impuissante pendant que le cancer fait son œuvre. Si le prix pour être le bouclier de Sarah est de partager sa douleur, c'est toujours mieux que l'alternative. Le bureau était silencieux, à l'exception du tic-tac d'une horloge ancienne et du son de la respiration d'Alaric, inutile mais automatique, et Mira le vit lutter avec cela, avec son acceptation de la mortalité comme prix de la famille. La porte s'ouvrit et Sarah entra, ses mouvements délibérés et son expression déterminée. Et les deux adultes se tournèrent pour regarder la fillette, qui avait d'une manière ou d'une autre su que cette conversation avait lieu et avait décidé de l'interrompre. Pas partir, dit Sarah, sa voix plus claire qu'elle ne l'avait été dans la chambre du conseil, se renforçant avec l'usage. Aucun de nous. Elle se dirigea vers Mira et lui prit la main, puis tendit la main vers celle d'Alaric, les rapprochant jusqu'à ce qu'ils forment un cercle, trois mains liées dans l'espace entre le bureau et le fauteuil. Famille, dit fermement Sarah, et le lien s'enflamma de chaleur dans la poitrine de Mira. Non pas douloureux, mais intense, Sarah partageant intentionnellement son sentiment de sécurité et d'appartenance à travers la connexion. Mira haleta et sentit Alaric se raidir à côté d'elle. Son propre lien de sang avec Sarah s'activant pour qu'il puisse le sentir aussi, ce don délibéré de l'état émotionnel de la fillette. Les trois étaient liés maintenant, la magie, le sang et le choix s'en mêlant jusqu'à ce que Mira ne puisse plus dire où une connexion se terminait et où une autre commençait, et elle sentit la certitude absolue de Sarah que c'était juste, qu'ils leur place était ensemble, que les risques en valèrent la peine, parce que la famille se protégeait mutuellement et choisissait de rester même quand c'était difficile. Alaric émit un son qui aurait pu être un rire ou un sanglot, et Mira se surprit à rire aussi, un peu hystérique, l'absurdité et la beauté de tout cela la frappant simultanément. Se rassourit, pas l'expression presque timide d'avant, mais un vrai sourire qui transforma tout son visage, et Mira vit le fantôme de ce que cet enfant avait été avant l'attaque, brillante, certaine et pleine de joie. Le lien pulsa une fois de plus et se calma, la chaleur s'estompant en un bourdonnement de fond régulier, et ils se tinrent dans le bureau en se tenant la main comme une sorte de portrait de famille maladroit, jusqu'à ce que Sarah les tire tous les deux vers la porte. « Cuisine, dit-elle. Cookies. » Mira et Alaric échangèrent un regard par-dessus sa tête, quelque chose passant entre eux qui reconnaissait la complexité de ce qu'ils venaient d'accepter, les risques et l'intimité et le fait qu'ils étaient liés maintenant d'une manière qui dépassait la magie. Puis ils suivirent de la fillette qui avait orchestré tout cela dans le couloir en direction de la cuisine. La soirée les trouva dans un tableau domestique qui aurait semblé impossible 4 jours plus tôt. Mira mesurant la farine tandis que Sarah observait avec une concentration intense. Alaric à l'îlot de cuisine avec des dossiers étalés autour de lui, mais son attention partagée entre les documents et les questions hésitantes de sa fille sur la raison pour laquelle le beurre devait être froid, et si l'extrait de vanille sentait la même chose pour les vampires que dans ses souvenirs d'avant. La tempête médiatique s'était calmée après la déclaration officielle d'Alaric, une déclaration froidement formulée selon laquelle Mira Chen était de la famille sous sa protection et que toute menace à son encontre serait accueillie avec toute la force de la rétorsion de sa maison. Voss avait reculé,
du moins publiquement, bien que Mira sache par l'appel de Marcus plus tôt que le conseiller manœuvrait toujours en coulisses, cherchant de nouveaux angles d'attaque. Le conseil lui-même avait envoyé un message privé de soutien, plusieurs membres exprimant qu'ils avaient été émus par la percée de Serra et comprenaient la validité du lien d'une manière qui transcendait la politique. La dette médicale de Mira avait disparu de son compte quelque part dans l'après-midi, effacée par un bienfaiteur anonyme qui était absolument Alaric, bien qu'il ait nié toute implication lorsqu'elle l'avait confronté à ce sujet. Le lien vibrait régulièrement entre elle et Serra, les émotions filtrant lorsqu'elles étaient fortes, mais se stabilisant principalement en une conscience de fond confortable. Et Mira apprenait à le filtrer, à distinguer ses propres sentiments de ceux de la fillette. Le vocabulaire de Serra s'élargissait quotidiennement, sa voix se renforçant avec l'usage bien qu'elle soit encore sélective dans sa parole, choisissant ses mots avec soin et revenant au signe lorsqu'elle était épuisée. Le kinésithérapeute qu'Alaric avait engagé disait que c'était normal, que les cordes vocales avaient besoin d'être rééduquées après 17 ans d'inutilisation. Et le psychologue spécialisé dans les traumatismes des vampires s'était montré prudemment optimiste quant au progrès de Serra. Ce n'est pas une guérison, avait prévenu le psychologue. Elle aura des jours difficiles, des revers, des déclencheurs que nous n'avons pas encore identifiés. Mais elle fait preuve d'une résilience remarquable et la structure familiale que vous avez construite est exactement ce dont elle a besoin. Mira déposa des cuillerées de pâte à biscuits sur des plaques de cuisson tandis que Serra se penchait pour sentir la pâte crue, son nez se plissant au sucre, et à travers le lien, Mira sentit le contentement de la fillette, ce simple plaisir du processus et de la proximité. La minuterie du four sonna, et Mira enfourna la première fournée, réglant la minuterie et se tournant pour trouver Serra, qui l'observait avec cette conscience trop vieille. Les mains de la fillette bougèrent en signe, délibérés et prudents. Merci d'être resté, d'avoir nourri papa, d'être une famille. Puis, à voix haute et hésitante, maman. Le mot resta suspendu dans l'air comme une question, et la gorge de Mira se serra. Des larmes brûlant soudaines et féroces, car elle ne s'attendait pas à cela, ne s'était pas permis d'espérer que le lien, la protection et le choix de rester se traduiraient par quelque chose d'aussi profond. Elle s'accroupit au niveau de Serra et lui répondit en signe, « Si tu veux », donnant à la fillette le choix comme elle essayait toujours de le faire. Serra hocha immédiatement la tête, sans hésitation, et se jeta dans les bras de Mira avec assez de force pour presque les faire tomber toutes les deux. Mira la serra fort et sentit le lien pulser son approbation, sentit la joie de Serra filtrer, pure et simple, et quand elle leva les yeux, elle vit Alaric les regarder, la main pressée sur sa bouche et des larmes coulant sur son visage. Il se détourna rapidement, essayant de préserver son intimité. Mais pas avant que Mira ne voie le chagrin et la gratitude se battre dans son expression, ce roi vampire, qui n'avait pas réussi à atteindre sa fille pendant 17 ans, la regardant choisir une mère, et étant reconnaissant même si cela brisait quelque chose en lui. Le moment s'étira et se fixa, devenant un souvenir, et Mira se releva avec Serra toujours accrochée à elle, croisant le regard d'Alaric à travers la cuisine. « Merci », dit-il doucement, « de lui avoir donné ce que je ne pouvais pas, d'être resté alors que vous aviez toutes les raisons de fuir, d'être une famille même si nous ne vous avons laissé aucun choix. » Mira secoua la tête car les remerciements semblaient déplacés alors qu'elle avait gagné autant qu'elle avait donné, alors que le lien avait cessé de ressembler à un piège pour devenir un sentiment d'appartenance. « Nous nous sommes choisis les uns les autres, » dit-elle. « Tous les trois, désordonnés, imparfaits et liés par la magie, le sang et beaucoup trop d'entêtement pour abandonner. C'est ça, la famille. » La minuterie du four sonna et Serra se tortilla pour descendre inspecter les cookies, les déclarant acceptables même si elle ne pouvait pas les manger, et ils tombèrent dans une routine confortable. Mira cuisinant,
Sarah posant des questions sur les mesures et la chimie, Alaric répondant quand il le pouvait et admettant son ignorance quand il ne le pouvait pas. Tous les trois orbitant les uns autour des autres dans la cuisine trop grande, qui donnait enfin l'impression d'appartenir à des gens plutôt que de présenter des appareils électroménagers coûteux. La lumière du soir rendait tout doré. Le lien vibrait à son rythme régulier et Mira pensa au dîner 4 jours plus tôt, au fait de s'être interposée entre un enfant effrayé et un gérant en colère, sans savoir que cela l'amènerait ici, à une famille choisie, des contrats magiques et un roi vampire qui goûtait ses émotions dans son sang et la regardait comme si elle était quelque chose de précieux. Ce n'était pas une fin de conte de fées, elle le savait, les menaces persistaient, et Voss essaierait à nouveau, et sa mortalité était une bombe à retardement qui forcerait finalement des décisions qu'aucun d'eux ne voulait prendre. Sera aurait des jours difficiles où le traumatisme ressurgirait et le lien s'enflammerait de douleurs partagées, et quoi que ce soit qui grandissait entre Mira et Alaric devrait être navigué avec prudence autour des déséquilibres de pouvoir et de la fillette qui avait besoin qu'ils soient tous les deux stables. Mais maintenant, à ce moment précis, ils étaient en sécurité, ensemble, et se choisissaient chaque jour, et c'était suffisant. Sera leva les yeux des cookies qui refroidissaient et signa « Je t'aime » à Mira, puis se tourna et le dit à voix haute à Alaric. « Je t'aime, papa. » Les mots étaient hésitants mais clairs, et le sang-froid d'Alaric se brisa complètement. Il tomba sur la chaise à côté de sa fille et la prit sur ses genoux, son visage pressé contre ses cheveux, tandis que ses épaules tremblaient. Mira se détourna pour leur laisser leur intimité et sentit le lien pulsé de la joie et du soulagement de Sarah. Cette certitude que son père avait enfin entendu ce qu'elle n'avait pas pu dire pendant 17 ans. Quand la respiration d'Alaric se calma, il leva les yeux vers Mira, les yeux rougis et quelque chose de vulnérable dans son expression. « Merci, dit-il à nouveau. Mais cette fois, cela portait un poids différent. Une gratitude non seulement pour Sarah, mais pour tout, pour la nourriture, la confiance et le choix de rester même en connaissant les risques. Mira se dirigea vers la table et s'assit, les trois formant un triangle dans la lumière dorée de la cuisine, et elle s'autorisa à reconnaître ce qu'elle avait évité, qu'elle se souciait de deux, que le lien avec Sarah s'était d'une manière ou d'une autre étendu pour inclure des sentiments pour Alaric qui étaient compliqués, dangereux et réels. « On trouvera une solution, dit-elle, parlant de tout, des menaces, du lien et de ce qui grandissait entre les adultes sous l'attention portée à la guérison de Sarah. Un jour à la fois, ensemble. » Alaric hocha la tête et Sarah se tortilla entre eux, prenant à nouveau leurs deux mains, formant ce cercle de doigts liés et de magie partagée. « Famille, dit-elle fermement, et à travers le lien, Mira sentit la conviction absolue de la fillette que c'était juste, qu'ils leur place était ensemble, peu importe à quel point c'était non conventionnel ou compliqué. La cuisine sentait la vanille et le sucre, les cookies refroidissant sur le comptoir que Sarah ne mangerait jamais, mais qu'elle avait voulu faire quand même, et dehors, les fenêtres donnaient sur le domaine verdoyant et paisible dans la lumière déclinante. Ce n'était pas parfait, ne le serait jamais, mais c'était à eux. Un roi vampire apprenant à être à nouveau un père, une femme humaine qui avait trouvé une famille là où elle s'y attendait le moins, et un enfant guérissant lentement avec la certitude d'être aimé, en sécurité et choisi. Le lien pulsa chaudement une dernière fois et se calma, et Mira regarda les deux personnes qui étaient devenues sa famille en 4 jours impossibles et pensa que peut-être, malgré tout, c'était exactement là où elle était censée être.